conférence aujourd'hui autour d'ITER et très heureuse d'accueillir Greg de Temerman. Donc il va vous expliquer un peu plus précisément de quoi il s'agit, comment ça fonctionne et puis surtout dans quel but. Donc vous êtes physicien du plasma, alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, hein, donc il vous expliquera mieux que moi. Et vous travaillez sur le projet ITER depuis 2014. Je vous rappelle juste pour ceux qui ne savent pas qu'on a une expo sur ce même thème dans l'espace société qui est là jusqu'à mercredi, donc c'est la toute fin. Et 2 prochaines conférences Sciences Po, le 11 janvier sur la Lune et le 11 février sur la communication animale. Je vous souhaite une très bonne conférence. Bonjour à tous. Donc déjà, je suis assez impressionné de voir autant de monde. Je m'étais dit qu'en étant en compétition avec le shopping de Noël, ça serait assez vide. Du coup, il va falloir que je sois à la hauteur. Donc, je suis donc physicien. Je suis juste devant ça. Je suis physicien du plasma. J'ai eu ma thèse il y a un grand nombre d'années, beaucoup plus d'années que je voudrais l'avouer. Je travaille sur le projet ITER depuis 2014, mais en fait, je travaille sur la fusion nucléaire depuis 2003, donc ça date depuis un petit peu. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que c'est la fusion nucléaire, ce que c'est le projet ITER, ce que c'est ce gros site en fait que vous voyez, c'est une vue aérienne. Et en fait, ce qu'on verra aussi pendant la présentation, c'est que ça devient très dur de vous montrer des photos qui sont à jour parce que les choses bougent très vite. Je sais qu'en général, ITER dans le journal, c'est suivi par retard et surcoût, mais en fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'en fait, on ne se tourne pas les pouces, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je vais essayer de vous proposer un format un petit peu original. Vous avez tous vu qu'il y a quelques trucs sur la table. Donc en fait, on va essayer de faire une conférence classique qui sera peut-être un petit peu plus courte que ce que vous avez d'habitude. Vous aurez l'occasion de poser des questions, etc. Mais après, je vous propose en fait une petite démonstration que j'ai mis au point il y a à peu près 1 an et demi qui me permet en fait d'expliquer comment marche un réacteur de fusion avec des choses assez simples. D'accord ? Donc c'est assez ludique, c'est assez interactif. Ce qui veut dire qu'il faut absolument que je garde un œil sur ma montre parce que sinon, on ne pourra jamais le faire. Voilà. Donc, pour commencer aussi, je vais essayer de rappeler quelques petites définitions un peu simples. La fusion nucléaire, le but c'est de produire de l'énergie. L'énergie, vous devez en entendre parler à peu près quasiment tous les jours dans les journaux en ce moment et pour une bonne raison. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très simple à appréhender pour tous ceux qui ont un peu oublié leur cours de physique ou qui les ont séchés. Donc l'énergie, qu'est-ce que c'est? L'énergie, c'est la capacité, ça quantifie en fait le travail d'une force, d'accord? C'est en fait une mesure qui me permet de mesurer le travail d'une force. Si je pousse un objet, j'exerce une force. En fait, je dépense une certaine énergie. Dit autrement, l'énergie, c'est aussi la grandeur physique qui va me permettre de caractériser le changement d'état d'un système. Si je veux faire chauffer quelque chose, je lui amène de l'énergie, je vais changer sa température, d'accord? Donc la différence de température entre ce que j'ai à la fin et ce que j'ai au début, c'est l'énergie que je vais avoir apportée au système. Ça marche aussi pour la vitesse, ça marche pour la forme, ça marche pour tout. En fait, de façon plus générale, c'est un petit message que je voudrais que vous reteniez, c'est que l'énergie, ça quantifie notre capacité à changer le monde. D'accord ? Et je vais le développer un tout petit peu après, mais en fait, ce qu'on appelle l'énergie, c'est ce qui nous a permis depuis les années 1800 de modifier, même avant, de modifier tout ce qui est autour de nous. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est aussi important, que vous en entendez parler autant de nos jours. Et pourquoi c'est extrêmement important? Parce qu'en fait, si vous voulez montrer... c'est en fait l'énergie, principalement fossile, et c'est bien le problème, c'est ce qui nous a permis de nous développer à l'état où on en est, c'est ce qui nous a permis de développer la civilisation moderne. Et une façon très facile de voir ça, c'est en fait si je trace, les mots anglais vont venir, si je mets le PIB mondial depuis 1965 jusqu'à 2016 en fonction de la consommation d'énergie, en fait le meilleur modèle que vous allez pouvoir tirer, c'est une droite. Vous avez une relation, ce qu'on appelle une relation affine, pour ceux qui connaissent en maths, mais en gros une proportionnalité entre la quantité d'énergie que vous allez utiliser et la quantité de richesse que vous allez créer. D'accord ? Et ça se dément pas, c'est à l'échelle mondiale depuis 50 ans. Ça ne se dément pas non plus si on regarde, ça c'est la quantité d'énergie globale, mais si on regarde la quantité d'énergie ou le PIB par personne, en fonction de la quantité d'énergie, c'est pareil, on a plus ou moins une relation qui est linéaire. Encore une fois, à chaque fois qu'on parle de PIB, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on utilise de plus en plus de machines, on utilise de plus en plus d'énergie. D'accord ? Donc l'énergie, c'est en fait ce qui nous permet de nous développer, on en a besoin de plus en plus, et c'est ce qui va nous poser un petit problème d'ici quelques années. Ça nous pose un petit problème, pourquoi? Parce qu'en fait, 90%, donc entre 80 et 90% de l'énergie qu'on utilise, selon qu'on en compte, c'est de la combustion d'énergie fossile. Donc on brûle du charbon, on brûle du gaz, on brûle du pétrole, on brûle aussi du bois et d'autres choses. Mais 90% de l'énergie qu'on utilise, c'est ça, en fait, donc on brûle du carbone. Qu'est-ce qu'on fait? On oxyde du carbone, on transforme du carbone en dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est rejeté dans l'atmosphère. C'est un problème parce qu'en fait, on en rejette tellement qu'on commence à modifier la composition de l'atmosphère. Je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, j'espère que vous en êtes tous convaincus.
Mais en fait, si on regarde par exemple rien que depuis les années 50, en fait, on a augmenté de façon significative la quantité de dioxyde de carbone qu'on a rejeté dans l'atmosphère. Un petit ordre de grandeur, à l'heure actuelle, on rejette 43 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère tous les ans. Ce qui veut dire, parce que vous avez une différence de masse entre le dioxyde de carbone et le carbone de 3,6, qu'on brûle 14 milliards de tonnes de pétrole, charbon et gaz par an. C'est un problème parce que le CO2, ça amène ce qu'on appelle l'effet de serre. Plus on émet de CO2 dans l'atmosphère, plus on réchauffe l'atmosphère. On en est déjà à peu près plus 1 degré en moyenne globale. Alors c'est aussi quelque chose qui est très dur à mesurer parce qu'en fait, quand on parle de température, une température moyenne, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose pour un physicien, c'est une mesure qu'on fait sur une moyenne globale pour la planète. Mais à l'échelle individuelle, ça ne veut rien dire. Si je vous dis qu'il fait 1 degré de plus maintenant dans le monde qu'il y a 100 ans, ça ne vous dit pas grand-chose. Ce qui vous intéresse, c'est la température qu'il fait dans cette salle. C'est pour ça que le débat sur le climat est aussi compliqué, c'est qu'en fait, une moyenne, ça ne veut rien dire à personne. D'accord ? Or, 1 degré de réchauffement, c'est déjà des effets qui sont mesurables extrêmement rapidement. Donc tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'en fait, si vous suivez les recommandations du GIEC, ce qu'il va falloir faire d'ici une trentaine d'années plutôt, c'est qu'il va en fait falloir diminuer nos émissions de dioxyde de carbone d'un facteur 5 minimum. Il va falloir, si possible, arriver à ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire ne plus émettre de CO2 dans l'atmosphère d'ici 30 ans. Rappelez-vous qu'on part à l'heure actuelle de 14 milliards de tonnes de carbone qu'on brûle par an. Il va falloir passer en gros à zéro, ou du moins faire en sorte que tout le carbone qu'on émet, on arrive à le capturer. Une autre façon de dire ça, et après j'arrêterai mon discours alarmiste, c'est que si vous regardez ce site qui est extrêmement bien fait, qui s'appelle Carbon Brief, ça vous donne en fait le temps qui vous reste à vivre comme on vit à l'heure actuelle, avant qu'on dépasse les 1,5 degrés ou 2 degrés ou 3 degrés de réchauffement climatique. Vous voyez que pour 1,5 degré, l'ONU a sorti un rapport la semaine dernière, ça avez peut-être entendu parler dans les journaux, il nous reste selon ce qu'on prend comme probabilité, ce sont des modèles compliqués, donc c'est pas facile à modéliser, il nous reste entre 4 ans et 15 ans pour faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Pour rester sous les 2 degrés, il nous reste entre 20 ans et 30 ans. Donc c'est des choses dont il faut absolument s'occuper rapidement. Alors la première chose que vous allez entendre en général, et je ne veux pas lancer le débat du tout, c'est c'est pas grave, on va faire des renouvelables et des renouvelables intermittents, donc du solaire et de l'éolien. C'est une photo qui a été prise pendant la COP 21 qui a eu lieu à Paris en 2015 par plusieurs groupes d'activistes qui en fait illustrent le désir de bouger sur des énergies renouvelables. Et c'est souvent ce qu'on entend. L'ADEME a sorti pas mal de rapports montrant qu'on pourrait peut-être utiliser 100% d'énergie renouvelable intermittente dans le futur. Le renouvelable, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Ça a 2 gros défauts. Le premier, c'est qu'évidemment, c'est intermittent. Quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ne tournent pas. Quand il n'y a pas de soleil, les panneaux solaires ne captent pas d'énergie. Et ça peut se voir si on regarde la production électrique en Allemagne en 2012. Alors on peut faire le même graphe tous les ans. Vous voyez qu'il y a en fait des énormes sauts de fourniture d'électricité par les cellules photovoltaïques. Vous pouvez passer en un jour de 20 gigawatts d'électricité produite par des photovoltaïques à 0 sur l'échelle de 24 heures. Ce qui est un gros problème parce qu'il va falloir gérer ça en parallèle. Et alors dans la communauté scientifique, en fait, c'est un gros débat. Vous pouvez trouver plein de papiers qui vont vous dire oui, le tout renouvelable c'est possible ou non, le tout renouvelable c'est pas possible. Ce que je voudrais juste lancer moi comme idée, c'est plus qu'en fait il va nous falloir utiliser tout ce qu'on peut. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique. Il va falloir en fait utiliser beaucoup de solutions différentes ou beaucoup de techniques différentes pour en fait arriver au but qu'on s'est fixé, en admettant qu'on en soit fixé en temps donné. Et donc ça inclut beaucoup de choses, ça inclut l'hydroélectrique, ça inclut le solaire, les éoliennes, la biomasse, la géothermie, tout un tas d'autres techniques dont vous pouvez entendre parler. Ça inclut, au moins en France, le nucléaire, qui est la fission nucléaire, ce qu'on connaît. On a 58 réacteurs en France qui fonctionnent sur ce principe-là, et aussi la fusion dont on va parler. En petit rappel, la fission nucléaire, qu'est-ce que c'est? Quand on utilise de l'énergie chimique, donc quand on brûle les combustibles fossiles, on utilise de l'énergie chimique. Donc en fait, on transmet l'énergie des liaisons chimiques en énergie. Ce qu'on fait en oxyde du carbone, pour former du CO2, on relâche de l'énergie des liaisons, ça nous permet d'obtenir de l'énergie. Les principes nucléaires sont un peu différents, on va utiliser l'énergie des noyaux en eux-mêmes, donc des atomes en eux-mêmes. Un atome, petit rappel, c'est un ensemble de protons et de neutrons, donc c'est des particules qui sont les unes à côté des autres, qui forment ce qu'on appelle le noyau. Et on a des électrons, des petites particules chargées négativement qui gravitent plus ou moins autour du noyau. Dans la fission nucléaire, ce qu'on fait, on prend un atome, on le casse en deux. Quand on le casse en deux, il relâche de l'énergie.
parce qu'en fait la quantité de matière qu'on forme après la réaction est plus faible que ce qu'on a, est différente de ce qu'on a au départ. Et en fait on récupère cette énergie pour faire chauffer de l'eau, faire tourner des alternateurs et produire de l'électricité. Une centrale nucléaire c'est rien d'autre qu'une bouilloire. Un petit peu compliqué, mais c'est une bouilloire, on fait bouillir de l'eau, on fait tourner des alternateurs, les alternateurs nous permettent de générer du courant, et c'est ce qu'on fait. Le principe est bien connu, en 1905, pour ceux qui connaissent ce monsieur sur la droite, Einstein, nous a dit qu'en fait il y a une équivalence entre la masse et l'énergie, c'est la célèbre formule de la relativité, et c'est exactement ce qu'on utilise dans le nucléaire. En fait on fait changer la masse totale, la masse des atomes qu'on produit est différente de la masse des atomes qu'on avait au départ. Cette masse manquante se transforme et en fait convertie en énergie, et ça vous donne en fait facilement la quantité d'énergie qu'on peut récupérer par ce procédé-là. Donc ça c'est le premier procédé, c'est ce qu'on appelle la fission nucléaire. Maintenant il y a un autre procédé qui marche très bien, alors pas sur Terre à l'heure actuelle, mais qui marche très bien, qui est la fusion nucléaire. Et ça marche très bien dans les étoiles. En fait la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est parce que depuis 13 milliards d'années, il y a des étoiles qui font de la fusion nucléaire. Tous les éléments qu'on peut trouver sur Terre ont été faits par la fusion nucléaire, donc c'est quelque chose qui marche depuis très longtemps, mais qu'on n'arrive pas encore à domestiquer. Si on regarde à l'intérieur du Soleil, en fait, si on regarde vraiment très près, ce qu'on va voir, c'est justement des atomes qui vont fusionner constamment. Pour vous donner un ordre d'idée, le Soleil fait fusionner 600 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. D'accord ? À chaque seconde, en fait, le Soleil produit autant d'énergie que nous on en utilise par an. Juste pour vous donner un petit ordre de grandeur. La fusion, qu'est-ce que c'est ? C'est l'exact inverse de la fission. En fait, on va prendre deux atomes, et dans ce cas-là, on va prendre des atomes très légers. Donc, la fusion ne fonctionne que pour les atomes qui vont être plus légers que le fer. La fission fonctionne pour les atomes plus lourds que le fer. Et c'est juste une histoire de stabilité, on ne va pas rentrer dans les détails. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre des isotopes de l'hydrogène. Alors, qu'est-ce que c'est des isotopes ? C'est en fait des atomes qui vont avoir des nombres de neutrons différents. Ils vont avoir les mêmes propriétés chimiques, mais ils vont avoir une masse légèrement différente, parce qu'ils vont avoir un excès de neutrons. Quand l'excès de neutrons est trop grand, les atomes deviennent radioactifs, ils ne sont pas stables, ils décroissent naturellement en émettant des particules pour revenir à un état plus stable. C'est exactement ça la radioactivité. Donc nous on va utiliser du deutérium qu'on trouve facilement dans l'eau de mer et du tritium qu'on peut produire. Ce sont deux isotopes de l'hydrogène, on va essayer de les faire fusionner, donc les mettre très près l'un de l'autre pour qu'ils réagissent et qu'ils forment un neutron, donc le neutron excédentaire, et un noyau d'hélium. 80% de l'énergie de la réaction va être transférée au neutron. Donc c'est principalement un procédé neutronique, c'est un procédé nucléaire. Et 20% de l'énergie de la réaction, ça va être de l'hélium. L'hélium, c'est un gaz inerte, pour tous ceux qui ont gonflé des ballons un jour. C'est c'est l'hélium. Ça rend aussi la voix assez marrante, mais c'est déjà moins courant comme utilisation. Pourquoi les procédés nucléaires sont intéressants ? Parce qu'en fait, la densité d'énergie que vous pouvez obtenir est bien plus grande. Qu'est-ce que c'est la densité d'énergie ? C'est par unité de masse, par exemple pour 1 kg de carburant, de combustible, combien d'énergie je vais pouvoir récupérer. Si je veux regarder combien en kilos de combustible il va me falloir pour alimenter une ville d'1 million de personnes, en pétrole, il va me falloir à peu près 6,5 milliards de tonnes de pétrole par an. D'accord ? Pour la fission nucléaire, il va déjà nous falloir seulement 4 tonnes de réactifs, parce qu'encore une fois, l'énergie nucléaire est bien plus concentrée que l'énergie chimique. Si je passe à la fusion, maintenant j'ai encore un facteur 10, donc j'ai encore une concentration d'énergie qui est 10 fois plus élevée en utilisant la fusion. Et en fait, la fusion, il n'y a pas mieux après, vous n'avez pas de procédé qui est plus dense énergétiquement. Alors, pour faire de la fusion, il va falloir plusieurs conditions. Il va falloir qu'on parle des plasmas. Il a été mentionné que je suis physicien des plasmas. Un plasma, ça fait un peu... Bon, c'est ce qu'il y a dans vos télés si vous en avez un écran plasma, mais ce n'est pas le plus utile. Enfin, ça dépend ce qu'on pense. Mais en fait, le plasma, c'est un état de la matière. Alors, ce n'est pas un état de la matière qu'on apprend forcément à l'école. On apprend généralement un solide, un liquide, un gaz. D'accord ? Le plasma, c'est quand on continue à chauffer un gaz, en fait, les électrons commencent à devenir un peu trop agités, se séparent des atomes, et en fait, un plasma, c'est un gaz, mais qui a des particules chargées qui vont se balader à l'intérieur. Comment on crée un plasma ? Simplement en amenant de l'énergie, toujours. Si on part d'un glaçon, qu'on le fait fondre, on a de l'eau. On continue à chauffer, on a de la vapeur d'eau. Si on continue à chauffer, on a un plasma. Un plasma, c'est par exemple ce que vous voyez dans les éclairs pendant les orages, c'est un gaz ionisé entre deux points. Donc nous, on va utiliser cet état-là de la matière, qui est en fait un gaz qu'on va chauffer, dans notre cas à très haute température, mais vous pouvez avoir des plasmas très froids aussi. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire de la fusion ? Qu'est-ce qu'il faut plutôt pour produire de l'énergie par la fusion ? La fusion, ça ne se passe pas naturellement, parce qu'en fait, si vous avez suivi ce que j'ai dit,
deux atomes ou deux noyaux, les noyaux sont positivement chargés. D'accord? Donc je vais essayer de faire en sorte que les noyaux aillent très près l'un de l'autre pour qu'ils puissent fusionner, mais ils sont tous les deux positivement chargés. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir se repousser, d'accord? Un peu comme quand on est petit ou même plus grand. Quand on joue avec les deux pôles sud ou les pôles nord d'un aimant, on n'arrive jamais à les coller ensemble. La fusion, c'est un peu ça, donc il va falloir en faire en sorte d'être plus fort que cette répulsion, qu'on appelle la répulsion électrostatique. Et le meilleur moyen pour ça, c'est en fait de faire en sorte que les particules collisionnent à très haute énergie. Si j'arrive à donner suffisamment d'énergie aux particules, en fait, je vais être bien plus fort que cette force de répulsion. Une fois que les particules sont suffisamment proches l'une de l'autre, on a ce qu'on appelle l'interaction nucléaire forte qui rentre en jeu et qui fait en sorte que les particules ne veulent plus se repousser, mais elles restent ensemble pour former un nouveau noyau. D'accord ? Dans un gaz, l'énergie des particules, un gaz, c'est un milieu dans lequel les particules sont libres de bouger. D'accord ? Vous en avez plein autour de vous, le gaz. L'agitation des particules, la vitesse à laquelle elles bougent, leur énergie, donc, c'est en fait la température. La température d'un gaz, c'est la vitesse moyenne à laquelle bougent les particules. J'ai dit qu'il fallait que je donne beaucoup d'énergie à ces particules, ça veut dire qu'il va falloir que je chauffe mon gaz extrêmement fort. La fusion, ça se produit qu'à des températures très élevées, de l'ordre du million de degrés, voire bien plus. D'accord ? La température au centre du Soleil, c'est estimé à peu près à 15 millions de degrés, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, pour produire de l'énergie par fusion, il va déjà falloir chauffer un gaz. Donc, il va falloir en fait investir déjà de l'énergie. Et un réacteur de fusion, la meilleure façon de se le représenter, c'est un amplificateur de puissance. Je vais faire chauffer quelque chose et je vais faire en sorte de créer plus d'énergie par le procédé que moi j'en ai besoin pour que ça se produise. D'accord ? Si j'en récupère moins que ce que j'injecte, ça rend les physiciens heureux, ça paye mon loyer, mais ça ne vous sert pas à grand chose dans toute la vie de tous les jours. Pour faire ça, il faut 3 conditions, ce qu'on appelle le produit triple, le critère de Lawson, mais simplement ça nous dit qu'il va falloir que le produit du nombre de particules, la densité c'est le nombre de particules que vous allez avoir dans un certain volume, multiplié par la température, multiplié par le temps de confinement, à quel point j'arrive à confiner l'énergie que je crée pour que je puisse chauffer mon mélange. Le produit de ces 3 valeurs doit être suffisamment grand pour que je puisse créer de l'énergie. Alors, ce qu'on va faire, nous, sur le projet ITER, on va travailler à des densités très faibles. On va travailler des températures très élevées et on va avoir des temps de confinement pour un plasma qui font rêver tout physicien qui existe, mais qui, pour vous, vont sembler assez faibles. On va parler de temps de confinement de l'ordre de la seconde, dans l'ITER de l'ordre de 4 secondes. D'accord ? Ça paraît très peu. Je vois plein de gens qui sont beaux, c'est pas terrible. Pour un physicien des plasmas, c'est vraiment déjà un exploit. En fait, qu'est-ce que ça veut dire à basse densité ? En fait, je vais travailler à très basse pression. Ma machine, ça va être une chambre à vide. La pression dans la chambre à vide va être 1 à 10 milliards de fois plus faible que la pression atmosphérique quand je n'aurai pas de plasma. Donc je vais avoir des quantités de matière extrêmement faibles. Ma machine va faire un volume de 1000 m3, je vais avoir 1 gramme de gaz dans ces 1000 m3, d'accord ? Donc des milieux vraiment très peu denses. Ça va me permettre en fait d'obtenir des températures très élevées. Il va falloir dans l'ITER que j'atteigne à peu près 150 millions de degrés, d'accord ? Donc c'est 10 fois la température du cœur du Soleil. Alors vous allez me dire, 10 fois la température du Soleil, c'est un petit peu ambitieux. En fait, on a déjà fait beaucoup plus. On est monté à 350-400 millions de degrés, 500, on sait faire. Et le temps de confinement, je vous expliquerai après ce que c'est exactement, mais on sait faire aussi. Et donc en fait, c'est l'objectif du projet ITER, qui est, alors je ne sais pas par où est le nord, mais qui est à peu près 50 km au nord d'ici, qui est sur le site de Cadarache. Si vous allez au ski ou si vous montez sur la 51, vous devez voir des gros bâtiments avec plein de grues. C'est là qu'on travaille. C'est important de savoir ce que c'est, parce que c'est quand même un des plus gros projets scientifiques au monde, et c'est à 50 km de chez vous, donc tant qu'à faire, autant savoir où partent vos impôts. Et le but d'ITER, en fait, est de démontrer pour la première fois qu'on est capable de produire de l'énergie, vraiment, par les procédés de fusion. Jusque-là, on n'a jamais réussi à le faire. On a toujours injecté plus d'énergie pour chauffer le plasma qu'on a réussi à en créer. Le maximum qu'on ait fait, à peu près 75%, donc on a réussi à récupérer 75% de ce qu'on avait investi, ce qui n'est pas un investissement extrêmement intéressant. Vous allez me dire, d'accord, en fait, la fusion, c'est extrêmement compliqué. C'est tellement compliqué que les gens se sont dès le départ, dit qu'ils n'allaient jamais y arriver tout seuls. L'histoire de la fusion, c'est né à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour une raison bien simple. Tous ceux qui ont entendu parler de la bombe H savent que la fusion nucléaire, on sait en faire sur des durées assez courtes et assez destructrices. Donc ça a commencé par être une application militaire. Les militaires ont essayé de le développer pour utiliser une source de neutrons. Ça leur a pas de fin. Ils se sont bien vite aperçus que c'était difficile, donc ils ont laissé ça tomber. Et ça a été déclassifié dans les années 50, et depuis c'est quasiment que de la recherche civile.
Et en fait, dès le début, les différents pays qui s'y sont lancés se sont vite cassés les dents, se sont vite aperçus que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait au départ. Si vous relisiez un peu les coupures de presse dans les années 70, c'est assez marrant, parce qu'en fait, vous voyez les premiers réacteurs ou les premières machines qui commencent à opérer, et on vous dit déjà, dans 3 ans, c'est réglé, dans 10 ans, on a des centrales de fusion, dans 30 ans, on a 50% de l'électricité par la fusion. Bon, évidemment, si vous avez regardé un peu le mix énergétique français, vous voyez qu'on en est un tout petit peu loin, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'un milieu qui est à 150 millions de degrés, c'était plein d'instabilité, et notre travail en tant que physicien, ça va justement être de faire en sorte que tout reste stable suffisamment longtemps pour qu'on puisse créer de l'énergie. Donc ITER, c'est une collaboration qui implique 35 pays. Alors c'est en fait 7 États membres, on appelle ça des États membres pour nous, qui sont les États-Unis, la Russie, la Corée, le Japon, l'Inde, l'Union européenne et la Chine. Alors l'Union européenne, ça comprend la Suisse, ça comprendra ou ça exclura la Grande-Bretagne selon ce qu'ils décident de faire le jour où ils auront décidé de faire quelque chose. Mais c'est à peu près 50% de la population mondiale qui est impliquée dans le projet de façon plus ou moins directe. Alors ITER est unique à plein d'aspects, on pourrait parler des heures de tout ce qui est unique sur ITER. Alors c'est pas parce qu'on aime bien faire les choses différemment de ce que les autres faisaient, il y a une raison assez simple à tout ça. C'est qu'en fait ITER c'est une collaboration qui est unique dans le sens où l'idée c'est que tous les pays à la fin du projet atteignent le même niveau de connaissance. D'accord ? Et ça veut dire qu'en fait, tous les pays vont partager tous les droits de propriété intellectuelle qui vont être générés pendant le projet. Il n'y a pas de pays particulier qui va réussir à développer des brevets sur la technologie qu'il a développée. Tout ce qui est fait pour le projet doit être partagé par tous les membres du projet. D'accord ? Alors, la meilleure façon d'arriver à ça, la meilleure façon de faire en sorte que tous les pays développent les mêmes technologies et apprennent la même chose, eh bien, c'est de prendre la machine, la découper en pièces et de faire en sorte que tout le monde, tous les pays, fassent un petit peu de la machine. Au lieu de dire je vais commander tous ces composants-là en France ou en Europe, tous ces composants-là en Chine, tous ces composants-là aux US, non, je vais prendre un composant, je vais le diviser en sous-composants et je vais faire en sorte que tous les pays participent. Donc ici, ça vous donne un petit exemple. Vous voyez à chaque fois, en face de chaque composant, vous allez voir différents drapeaux. L'idée étant encore une fois que chaque pays apprenne et développe la technologie nécessaire. Alors, c'est très bien, c'est très noble comme idée. Vous voyez tout de suite qu'il va y avoir une complication, parce qu'en fait, vous allez multiplier les interfaces, vous allez multiplier le nombre d'industries qui vont être impliquées, etc. Mais c'est le prix à payer si vous voulez faire en sorte que ce modèle fonctionne. D'accord ? Et c'est ce qui a aussi amené au fait que le projet est un peu en retard, c'est qu'il a fallu développer une organisation qui fasse en sorte que tout le monde travaille ensemble, parce que c'est bien beau de signer un accord, ITER est régi par un accord international, c'est aussi une des seules collaborations pour lequel c'est le cas. Donc vous avez un accord international qui a été signé, c'est facile de signer et ensuite de dire de ne pas faire ce que vous avez dit. Et en fait, dans ITER, il a fallu faire en sorte que tout le monde fasse bien expliquer, tout le monde partage vraiment les informations. L'objectif d'ITER, alors je vous ai dit tout à l'heure que la fusion, il fallait penser à ça comme un amplificateur de puissance. Donc on va toujours parler du rapport Q, Q majuscule en fusion, c'est en fait le rapport entre l'énergie que je produis, l'énergie nette que je produis, l'énergie que j'injecte pour chauffer le plasma. D'accord ? Donc, évidemment, il faut que j'ai un facteur qui soit plus que 1 si je veux avoir produit de l'énergie, sinon on en a juste consommé. Et si je veux être capable au moins d'alimenter l'ampoule, et si possible un peu plus qu'une, il va falloir que ce facteur soit beaucoup plus grand que 1. L'idée de ITER, c'est de montrer qu'on peut atteindre un facteur de 10 pendant les premières années d'opération. On va injecter un total de 50 millions de watts. Si vous vous souvenez des anciennes ampoules à incandescence, c'était à peu près 100 watts, donc ça vous donne un peu le nombre d'ampoules qu'on injecte, enfin de la puissance qu'on injecte à l'intérieur de la machine. Et on produit 500 mégawatts, 500 millions de watts de puissance. Alors ici, c'est de la puissance thermique, c'est de la chaleur, on ne fait pas d'électricité. On va injecter à peu près 0 électrons sur la grille électrique, on va créer 0 ampère. C'est un choix qui a été fait, on pourra en parler plus tard, mais donc on va créer de l'énergie thermique. Il y a une raison très simple, c'est parce que faire de la conversion d'eau chaude en électricité, on savait déjà faire. On s'est plutôt concentré sur la partie faire de l'énergie à partir de la fusion. Alors, la première chose qu'il va faire, si je vous dis, un réacteur de fusion, c'est une enceinte métallique dans laquelle je mets un petit peu de gaz que je chauffe à 150 millions de degrés pour générer de l'énergie, et que je vous dis est-ce que j'ai un chapeau à la sortie, est-ce que vous êtes prêt à me donner vos économies pour ce genre de concept? La réponse devrait normalement être non. Si la réponse est oui, il faut peut-être consulter. Pour une raison bien simple, si vous voyez bien que mettre quelque chose d'aussi chaud dans une boîte, dans une enceinte métallique, c'est pas extrêmement malin. La première chose qui va se passer, c'est que vous allez faire fondre les parois de votre boîte. D'accord ? En tant que physicien, on s'en est aperçu aussi.
donc vos impôts sont sous mon contrôle. Et on s'est tout de suite aperçu que la première chose qu'il allait falloir faire, c'est faire en sorte que ce gaz très chaud, ce plasma, ne touche pas les parois de l'enceinte métallique pour pouvoir chauffer beaucoup plus fort, et de deux, pour protéger l'enceinte en elle-même. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser en fait le fait qu'un plasma, ça réagit au champ magnétique et au champ électrique, et ça va nous permettre en fait de créer un piège, dans ce cas-là magnétique, qui va nous permettre de confiner le plasma. Alors comment ça marche? Si je mets un plasma, pour vous expliquer de façon simple, si je mets un plasma dans un tube, en fait ce qui va se passer, le plasma c'est des particules chargées. Les particules vont diffuser du centre où elles sont chaudes vers les parois, elles vont toucher les parois de mon tube, elles vont se recombiner, donc les électrons et les atomes vont se remettre ensemble, je vais perdre mon plasma, de plus je vais faire chauffer les parois de mon tube. Ce que je vais utiliser, c'est un champ magnétique qui va dans cette direction-là par exemple, et ce qui se passe, alors pour ceux qui se souviennent un petit peu de leur leçon de physique, si vous avez un champ magnétique et une particule chargée, la seule chose que la particule peut faire, c'est tourner, faire des spirales autour du champ magnétique, mais elle ne peut plus maintenant diffuser dans la direction perpendiculaire au champ magnétique. D'accord ? Et en fait, c'est exactement comme ça que les premières machines de fusion ont été faites. C'était des grands cylindres sur lesquels on avait un champ magnétique qui était dans la direction du cylindre. On faisait chauffer très fort le gaz, on essayait de le confiner par un champ magnétique. Évidemment, si vous avez un cylindre, il a une longueur finie, vous allez toujours avoir deux bouts. Normal. Et donc vous allez perdre le plasma, cette fois-ci non plus de façon radiale, mais vous allez le perdre dans la direction du tube, il va rencontrer les parois qui sont au bout du tube. Je vous l'ai dit, un physicien c'est intelligent, on s'en est aperçu aussi. La façon la plus simple de supprimer ce mécanisme-là, en fait, c'est de faire en sorte que votre tube se replie sur lui-même, parce que du coup vous n'avez plus de bout, les particules peuvent faire qu'une chose, c'est tourner autour de ce tore, et vous les confinez, vous les compressez dans une direction pour empêcher qu'elles touchent les bords. Et ça, c'est le principe en fait du tokamak. Alors il y a différentes configurations magnétiques, on va pas rentrer là-dedans. Nous, ce qu'on utilise, c'est un concept qui a été inventé par les Russes. Je ne vous ferai pas l'affront de le lire, qui veut dire en fait champ toroïdal avec des champs magnétiques. Le principe, c'est que je vais utiliser les gros aimants qui sont ces aimants bleus que je vais installer autour d'un tore, d'un donut, qui va permettre de générer un champ magnétique qui va être dans cette direction-là, qui va autour du tore, d'accord ? Alors si j'avais que ce champ magnétique-là, en fait, le plasma ne serait pas stable pour une raison très simple, c'est que le champ magnétique va être plus fort au centre qu'au bord, et je vais avoir ce qu'on appelle des effets de dérive. C'est-à-dire qu'en fait, les particules vont passer plus de temps d'un côté que de l'autre, selon qu'elles sont chargées positivement ou non, ou négativement, pardon. Et du coup, mon plasma ne sera jamais stable. Donc en fait, il faut que j'ai un deuxième champ magnétique pour stabiliser ça, et je vais utiliser encore une fois le fait qu'un plasma, ça conduit le courant. Un plasma à 150 millions de degrés, ça a la conductivité électrique d'un fil en cuivre. Petite leçon de physique encore, si je fais passer un courant électrique dans un champ magnétique, qu'est-ce qui se passe? Je génère... Non, pardon, si je fais passer, ce que j'ai dit, je dis une bêtise en plus. Si je fais passer un courant électrique dans un fil en cuivre, dans un fil électrique, qu'est-ce qui se passe? Je crée un champ magnétique, d'accord? Un champ magnétique qui va être dans la direction, qui s'enroule en fait autour du fil, qui vont être ces flèches vertes. En fait, dans l'ITER, je vais générer un plasma de 15 millions d'ampères au centre de mon plasma, ça va générer le champ magnétique que j'ai besoin. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, du coup, la structure magnétique va en fait s'enrouler sur elle-même. Je vais compenser le temps que les particules passent d'un côté et l'autre et je vais stabiliser mon plasma. Donc en fait, on vous dit souvent ITER c'est comme un donut, c'est la géométrie d'un donut. En fait, il faut plutôt l'imaginer comme ça, sur une géométrie en 3D, parce qu'en fait, on fait en sorte que les particules tournent autour du donut, mais aussi dans l'autre direction, dans ce qu'on appelle la direction poloïdale. Quand on a fait tout ça, qu'on s'est gratté un peu la tête sur à quoi devrait ressembler la machine, voilà ce qu'on a, voilà ITER. C'est un beau bébé d'à peu près 29 mètres de large sur 29 mètres de haut, d'accord ? C'est une machine qui est assez grande. C'est une des machines les plus compliquées qui a jamais été construite. Il y a à peu près plus d'1 million de pièces à assembler. C'est une machine qui est énorme, on va voir quelques composants après. C'est une machine qui est énorme, mais comme vous allez utiliser un piège magnétique pour piéger vos particules, il faut que tout soit le plus parfait possible. L'alignement des bobines, l'alignement des composants, tout va se faire à l'ordre du millimètre, voire bien moins, alors que vous allez parler de composants qui vont faire entre 400 et 600 tonnes, qui vont faire 15 à 20 mètres de haut. Donc on va être sur quelque chose qui, au niveau ingénierie, est un peu un rêve pour un ingénieur et en même temps un cauchemar, parce que c'est extrêmement beau à dessiner, mais c'est extrêmement compliqué à construire. La première question qu'on pourrait se poser, c'est mais pourquoi c'est aussi gros? Parce que si c'est aussi gros, ça veut dire que c'est extrêmement compliqué à construire. Peut-être que ça aurait pu faire un peu plus petit. Et en fait, non, c'est la physique qui nous dit la taille que la machine doit avoir. Je vous ai dit qu'il fallait qu'on atteigne un certain temps de confinement, d'accord? Il faut une certaine température, une certaine densité, un temps de confinement. Le temps de confinement va dépendre de trois choses. Ça va dépendre du champ magnétique que je vais pouvoir générer. Mais en fait, on va utiliser dans l'ITER les matériaux
les plus avancés qu'on a à l'heure actuelle, et surtout on va les utiliser au maximum de leur capacité. Je vais utiliser un champ magnétique de 5 Tesla dans ITER, au centre, je ne peux pas faire plus, d'accord? Donc je suis limité par la technologie, je ne peux pas faire plus, mon champ magnétique est donné. Les deux autres variables sur lesquelles je peux jouer, c'est le courant. Plus je génère de courant, plus je vais obtenir un meilleur sera mon confinement. Pardon. Mais là aussi, je vais avoir une limite, parce que si vous avez vu l'image des lignes de champ, elles se tournent en fait sur elles-mêmes. Plus le courant est fort, plus en fait je tords le plasma. Au bout d'un moment, le plasma va vouloir se relâcher parce qu'on va générer des instabilités qu'on appelle les instabilités de cisaillement. C'est pas très important. Mais en fait, j'ai une limite en courant de combien de courant je vais pouvoir générer. Donc cette variable-là, c'est pareil, dans ITER, on a gardé un peu de marge, mais on est quasiment à ce qu'on peut faire de mieux. La dernière variable sur laquelle je peux jouer, c'est simplement le rayon de la machine, le rayon du tore, donc la taille de la machine. Alors naïvement, c'est un peu simple à comprendre, plus la machine est grande, plus c'est compliqué pour une particule d'aller du centre vers le bord parce qu'il y a plus de distance. Donc c'est un peu plus compliqué que ça en fait, c'est pour ça que ça ne dépend pas linéairement du rayon, mais avec un terme en carré. Mais le principe de base est celui-là. Donc en fait, si je sais que dans ITER il me faut un temps de confinement d'à peu près 3 secondes et demie pour avoir le confinement que je veux, et bien ça me dit qu'il me faut un courant de 15 millions d'ampères, qu'il me faut un champ magnétique de 5,3 Tesla et une machine qui fait un rayon de 6,3 mètres. Maintenant, si on revient en arrière, en fait, c'est juste la machine au centre. Une fois que je mets tous les composants qui sont à l'extérieur, vous avez cette machine énorme qu'on construit. Alors, vous pourriez me dire, mais comment on va faire pour chauffer un plasma à 150 millions de degrés? Je vous ai dit qu'on pouvait faire même beaucoup mieux. En fait, on injecte de la puissance sous différentes formes. La première chose, je vais revenir à mon analogie avec un fil en cuivre, je mets du courant, et je vais essayer de la dire correctement. Je mets du courant dans un fil électrique, qu'est-ce qui se passe? Ça génère de la chaleur, d'accord? C'est ce qu'on appelle les pertes par effet Ohm. Par effet Joule, pardon. Donc en fait, en injectant du courant dans mon plasma, je vais le faire chauffer. Dans ITER, je vais pouvoir obtenir 10-15 millions de degrés, déjà rien qu'en ajoutant du courant. Et c'est pas assez, il faut que j'aille beaucoup plus fort, donc il faut que j'utilise d'autres choses. Je vais utiliser des micro-ondes, il y en a un sur la table. On va utiliser différentes fréquences, mais on va utiliser le même principe. On va injecter en fait des ondes, on va faire vibrer les particules, on va les exciter à différentes fréquences. Ça va me permettre plus elles sont excitées, plus elles bougent vite. Plus elles sont chaudes, ça va me permettre de chauffer le mélange. Donc je vais avoir différentes fréquences pour chauffer les électrons et les ions indépendamment, mais c'est principalement ce que je vais faire. Et je vais avoir des accélérateurs de particules qui vont me permettre de lancer des particules rapides, très rapides, qui vont être à peu près 1 million d'électronvolts, qui vont en fait pénétrer dans le plasma à très haute énergie. Elles vont avoir des collisions avec les particules du plasma, ça va transférer de l'énergie. Petite analogie toute simple, pour tous ceux qui ont envie d'un café, là, après que j'ai parlé 30 minutes ou 40 minutes, si vous êtes déjà allé dans un café, vous avez commandé un cappuccino, que fait le serveur? Il va chauffer le lait avec de la vapeur, d'accord? Il injecte de la vapeur très chaude dans le lait pour le faire chauffer en général. Mais en fait, c'est le même principe, il utilise un mélange très chaud, très énergétique, pour chauffer un mélange beaucoup plus froid. Vous pouvez penser à ça de la même façon. Moi, j'ai des particules neutres très rapides que je vais injecter dans le plasma pour les faire chauffer. On va maintenant rentrer un petit peu dans plus les composants en fait, de la machine, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et un peu pourquoi c'est aussi compliqué et pourquoi ce projet a pris le temps qu'il a pris, le temps qu'il prend. Voici une bobine magnétique, donc ce sont les bobines toroïdales, celles qui sont autour du tore. On va en avoir 18 dans ITER. Chaque bobine fait 16 mètres de hauteur par 9 mètres de large, elle fait 360 tonnes. D'accord, pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est le poids d'un 747 plus ou moins au décollage quand il est plein. D'accord. Ces bobines-là, j'en ai 18, elles sont alignées avec leurs voisines avec une précision qui est plus faible que le millimètre. Pourquoi? Pour deux raisons. D'une, parce que j'ai besoin d'un champ magnétique le plus parfait possible dans la direction toroïdale, mais aussi, si les bobines ne sont pas très bien alignées, en fait, ce qui se passe, c'est que les bobines vont commencer à se repousser et elles vont en fait exercer des contraintes extrêmement élevées les unes sur les autres. J'ai assez d'énergie magnétique stockée dans les bobines pour en faire décoller une si jamais elles n'étaient pas bien fixées, pas bien alignées. D'accord? Donc l'alignement est extrêmement important. On va avoir un des systèmes magnétiques les plus compliqués au monde. On va avoir ces 18 bobines qui vont être autour du tore. On va aussi avoir besoin de bobines, d'autres types de bobines. On va avoir un solénoïde central qui est ici, qui va en fait nous permettre de générer le courant. Comment on génère un courant dans un plasma? C'est plutôt simple, on va utiliser l'effet transformateur. Encore une fois, c'est de la physique, donc je suis désolé, mais si je fais varier un courant dans une bobine qui est au centre ici, par induction, je vais générer le courant qui est dans le plasma. Et donc en fait, je vais utiliser ce principe-là. Le primaire de mon transformateur va être cette grosse bobine, ce qu'on appelle le solénoïde central, et le plasma va jouer le rôle du secondaire dans mon système.
Et là, ça vous dit immédiatement pourquoi en fait un tokamak, on parle toujours de durée de 100, 200, 300 secondes de décharge et on est très content, pour vous ça ne paraît pas très long, et bien c'est parce qu'on est basé sur un effet transformateur, donc il faut être capable de varier un courant d'une valeur maximale à une valeur minimale, d'accord? Ça va générer un courant. Quand j'arrive à ma valeur minimale, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est ce qu'on fait dans un transformateur classique, on inverse la polarité et on recommence. Et on fait que ça, on fait un cycle montant, descendant, montant, descendant. En fait, je ne peux pas faire ça parce que si je fais ça dans mon tokamak, au moment où je vais changer de signe, le courant s'annule et j'ai perdu mon confinement. Donc en fait, je suis limité sur une rampe de courant et c'est ce qui limite en général la durée d'un plasma dans un tokamak, c'est combien de temps je peux maintenir ce courant dans cette bobine. Ensuite, je vous ai dit aussi, un tokamak, le plasma, ça a la forme d'un donut. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Vous voyez ici, normalement, vous voyez que les bobines ont une forme en D. En fait, un plasma rond, pour un physicien des plasmas, c'est très chiant. C'est pas très efficace. Donc en fait, on va lui tirer dessus au plasma. Comment on fait ça? On utilise ces grosses bobines qui sont ici, qu'on appelle des bobines poloïdales, qui vont nous permettre de générer cette fois-ci un champ vertical. Et en combinant ces champs verticaux, en fait, on va réussir à allonger le plasma et en fait à lui donner de meilleures performances. Le prix qu'on paye, c'est qu'un plasma sur lequel vous tirez, c'est comme si vous tiriez sur un ballon, il veut tout de suite se remettre, c'est élastique, il veut se remettre en place, donc vous commencez à induire des instabilités. Ces bobines sont aussi là pour contrôler les instabilités. Pour vous donner voilà la première bobine toroïdale qui était prête, qui a été fabriquée au Japon. Alors vous allez me dire, un japonais, c'est pas très grand, peut-être, mais ça vous donne quand même un peu une idée de la taille de la bobine. Les bobines poloïdales, pour vous donner un ordre de grandeur, la plus grosse des bobines fait 25 mètres de diamètre. En fait, elle est tellement grosse qu'on ne peut pas la transporter. Tous les composants d'ITER arrivent par la mer, à Marseille, ils sont débarqués pour aller à Berlétan, et de Berlétan à Cadarache, à peu près 100 de kilomètres, ils y vont par la route. Vous avez tous vu des panneaux itinéraires ITER, vous avez tous vu des panneaux, l'itinéraire sera fermé tel jour, etc. C'est parce qu'en fait, on utilise toute la route pour faire transporter les plus gros composants. Mais ces composants en fait sont tellement gros qu'on ne pouvait même pas les faire par la route, ça aurait coûté beaucoup trop cher de faire des routes aussi larges. Il a donc été décidé de les fabriquer sur site. Donc on a fait une usine exprès pour fabriquer ces deux bobines-là. Alors on a décidé d'en faire deux de plus pour rentabiliser un peu. Mais c'est parce que les composants sont simplement trop gros et vous devez les transporter en une pièce. Des choses qui sont faites de bobinage supraconducteurs extrêmement sensibles, vous ne pouvez pas juste les couper et les ressouder. C'est obligé d'être fait en une pièce. Deuxième composant qui vaut un peu le coup de s'y pencher, parce qu'il a une fonction de sûreté dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la chambre à vide. Je vous ai dit qu'on est en travail sous vide, donc à des pressions extrêmement faibles. Et en fait, on va avoir une chambre à vide assez énorme qui est en acier inox, on a ce qu'on appelle en double paroi. On a deux parois métalliques, l'une imbriquée dans l'autre. Et en fait, c'est un composant pour nous extrêmement important parce que c'est la première barrière de confinement. Elle doit être capable de résister à toutes les contraintes mécaniques et thermomécaniques qu'il peut y avoir dans la machine, sans casser pour ne pas relâcher du tritium dans l'environnement. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent un peu nucléaire, la barrière de confinement primaire. C'est fait en 9 secteurs qui sont faits eux-mêmes en sous-secteurs. Donc vous voyez, en fait, c'est des grosses pièces d'acier qui sont jointes les unes avec les autres. Et ensuite, on en parlera après, vous allez avoir des ports réentrants par lesquels vous allez pouvoir avoir des systèmes de mesure, des systèmes d'injection de gaz, des systèmes de puissance, etc. Voici le premier secteur qui est fabriqué en Corée, qui est quasiment prêt. Alors sur la photo, on ne s'en rend pas compte. L'intérieur est soudé. Ils sont là, à l'heure actuelle, en train de souder l'extérieur. C'est en fait là aussi un composant extrêmement compliqué à construire parce qu'il faut faire en sorte que quand vous soudez toutes les pièces ensemble, vous ne déformiez pas du tout la structure. Parce que, encore une fois, les tolérances sont extrêmement serrées. Et rien que de développer la technologie pour en fait faire cette chambre à vide a pris des années pour faire en sorte qu'ils puissent contrôler les soudures et faire en sorte que rien ne bouge quand ils font la soudure. Vous avez l'autorité de sûreté nucléaire qui se déplace la semaine prochaine pour valider les dernières soudures et après le premier secteur sera prêt. On va aussi avoir des contraintes assez impressionnantes au niveau des composants, ce qu'on appelle les composants face au plasma. Alors, je vous dis, on essaie de confiner le plasma pour pas qu'il ne touche les parois, mais on va quand même avoir beaucoup d'énergie déposée sur ces particules, sur ces parois. Pourquoi? Parce que le confinement n'est jamais parfait. Les particules vont toujours finir par s'échapper. On arrivera, le temps de confinement, je voulais dire, c'est pour l'énergie, mais c'est valable pour les particules aussi. C'est quelques secondes, vous injectez une particule, elle reste en moyenne quelques secondes de la machine avant de sortir. Donc je vais avoir continuellement beaucoup de puissance à sortir. L'intérieur de la machine fait à peu près une surface de 800 m², et en fait tous les composants sont développés pour tenir des flux de chaleur qui sont assez énormes, sont de l'ordre de plusieurs mégawatts par mètre carré.
On en parlera un peu après, mais pour ceux qui ont vu des images de la navette spatiale rentre à l'époque où elle volait, qui rentrait dans l'atmosphère, vous vous souvenez comme c'était rouge, ça émet énormément de chaleur, c'est extrêmement chaud. En fait, les flux de chaleur que vous avez là déposés sur les parois sont seulement 0,5, 1 MW par mètre carré. Nous, on va avoir des flux de chaleur de l'ordre de 10 à 20 MW par mètre carré en continu. D'accord, la navette spatiale, c'était quelques minutes de rentrer dans l'atmosphère, elle se posait, vous pouviez rechanger toutes les tuiles, la renvoyer. Nous, il va falloir que les composants tiennent 10 ans au minimum. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on met comme matériau pour faire face à un tel plasma? Et bien, sur la première paroi, on va utiliser du beryllium. Pourquoi? Parce que c'est un métal qui est extrêmement léger, c'est le métal avec le lithium qui est le plus léger. Et ça pollue très peu le plasma. Un plasma de fusion, ça doit être extrêmement pur. Je dois avoir moins, si je parle de tungstène, on en parlera après, je dois avoir moins de 0,1% d'impureté dans mon plasma pour continuer en fait à faire de la fusion. Pourquoi? Parce que toute impureté que j'injecte, ça refroidit mon gaz. Si mon gaz est moins chaud, j'ai moins de fusion, donc c'est un effet un peu en cascade. Donc il faut que j'arrive à garder ce plasma non seulement très chaud, mais très propre. Petit détail technique, en fait, chaque composant va être... donc on va avoir des modules de couverture qu'on appelle, on va avoir 18 variantes différentes dans la direction poloïdale. Chaque variante est en fait dessinée individuellement avec une forme en 3D que vous pouvez voir, elles sont arrondies dans une direction et dans l'autre. Pourquoi? Comme on a des composants qui sont discontinus. Idéalement, on voudrait une paroi qui soit complètement continue, comme ça on n'aurait aucun problème d'alignement entre les composants. Là, on a des composants qui sont discontinus, donc je mets un composant, je mets l'autre à côté. Je peux forcément avoir un petit désalignement entre les deux. Si j'ai un désalignement entre les deux, je vais avoir un effet de bord d'attaque. En fait, je peux avoir en fait un bord d'attaque à incidence normale. Le plasma a tellement d'énergie que si j'ai un bord d'attaque qui voit le champ magnétique pénétrer là, je peux faire fondre facilement ma première paroi et avoir des dégâts assez considérables. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est en fait que je protège tous mes bords d'attaque en arrondissant mes composants et en leur donnant une géométrie particulière pour que les particules ne puissent jamais pénétrer dans ces espaces entre les composants. D'accord ? Donc c'est un travail assez énorme d'alignement et surtout de design de ces composants pour qu'on soit toujours optimal par rapport à la configuration magnétique. Le composant le plus important qui fait face au plasma, c'est ce qu'on appelle le divertor. C'est là où en fait on va faire, c'est en bas de la machine, c'est juste pour l'esthétique, mais c'est en fait là où on va faire en sorte que le plasma se concentre et interagisse avec les parois. Comme je vous l'ai dit, le confinement n'est pas parfait, il faut que j'ai un échappement. Il faut imaginer un réacteur de fusion comme un moteur à combustion. J'injecte des particules, je les fais réagir et je les fais sortir, d'accord, en continu. Comme un moteur, j'injecte, je fais réagir, je fais sortir, j'ai un échappement. Donc j'ai besoin en fait que les particules touchent les surfaces à un moment ou à un autre. Donc je vais les faire refroidir pour ça avant, mais elles vont quand même taper les surfaces avec des flux de chaleur assez énormes. Donc pour faire face à ces flux de chaleur qui sont énormes, la seule chose qu'on a trouvé, c'est déjà de refroidir le plasma au maximum. On va dissiper à peu près 70 à 80% de l'énergie des particules avant qu'elles arrivent, mais il en reste encore beaucoup. On va utiliser du tungstène. Pourquoi? Parce que le tungstène, c'est le métal qui est le plus haut point de fusion, 3422 degrés, il n'y a rien au-dessus, donc on s'est dit c'est le plus résistant, autant utiliser ça. C'est aussi très massif, donc les particules du plasma ont du mal à l'éroder, donc c'est très résistant. Et ça retient très peu le tritium, ce qui est aussi un avantage. Et en fait, là aussi, c'est un dessin assez particulier. Donc le divertor fait à peu près 1,40 m de haut. C'est 54 cassettes qui sont mises sur un système de rails. Chaque cassette fait 8 tonnes. L'alignement entre chaque cassette, on est à 1 mm de précision. Et en fait, parce qu'on a des contraintes thermomécaniques extrêmement élevées, on ne peut pas faire en sorte que ce soit une pièce de métal, on est obligé de la couper. On est obligé de faire, en fait, un peu comme les châteaux forts, une géométrie crénelée. J'espère que c'est le bon mot, mais en fait on est obligé de couper le composant et de laisser des petits espaces entre chaque composant pour pouvoir lui permettre de bouger un petit peu, de se dilater sans casser. Et donc en fait la géométrie qu'on utilise, c'est des petits blocs de tungstène qui vont faire 28 mm de haut sur 28 mm de large et 12 mm d'épaisseur, qui vont être soudés ou brasés sur un tube en cuivre à l'intérieur duquel va passer de l'eau à haute pression pour le refroidissement. On va avoir l'équivalent de 300 000 de ces petits monoblocs. Chaque monobloc est aligné par rapport à son voisin avec des précisions de l'ordre de 0,3 mm, donc 300 microns. D'accord ? Donc vous imaginez un petit peu le travail d'alignement et de développement qu'il y a eu là-dessus. Voilà à quoi ça ressemble un plasma de fusion. Alors ça c'est une animation, mais en vrai ça serait assez similaire. En fait ce que vous voyez c'est que déjà au centre vous ne voyez rien. Puis le plasma il est tellement chaud, il émet de la lumière dans l'ultraviolet, voire même dans le rayon X, on ne le voit pas à l'œil nu. Donc un plasma c'est très chaud, c'est de façon très décevante, transparent.
La seule chose qu'on va voir, c'est le plasma au bord, là où il est beaucoup plus froid, et principalement dans le diverteur, là où il interagit avec les surfaces, où là il va avoir une couleur un peu bleutée, un peu rosée, un peu, ça dépend des impuretés qu'on met à l'intérieur. Mais en fait, c'est là qu'il va principalement interagir avec les parois. Je vais passer celle-là, et je vais juste vous montrer donc, quelques petits composants externes avant de finir. Mais ITER est une grosse machine. Le site, sur le site, vous allez avoir 39 bâtiments, 180 hectares, c'est un site qui est assez gros. En fait, ce qui est assez marrant aussi, c'est que tous les systèmes externes sont aussi gros que la machine en elle-même. Ici, en fait, on a des systèmes de chauffage, donc on a des systèmes d'injection neutre dont j'ai parlé tout à l'heure, on a des systèmes d'injection de radio-ondes, d'ondes radiofréquences à différentes fréquences. Et ce que vous voyez en fait, c'est que l'accélérateur de particules en lui-même est quasiment aussi gros que la machine. Donc tous les composants, même les composants externes, sont des choses qui sont assez massives et qui sont des petits bijoux de technologie. Une grande partie des composants qu'il y a dans ITER n'avaient jamais été fabriqués avant. C'est ce qu'on appelle les first of a kind, c'est la première fois qu'on les fabrique. ITER, c'est une expérience scientifique, avant tout, presque. Et donc, si vous voulez en fait comprendre ce qui se passe, il faut être capable de mesurer. On va avoir 40 systèmes qu'on appelle diagnostiques ou de mesures qui vont tourner en temps réel. Alors avec différentes échelles de temps, avec différentes échelles spatiales, et pour différents buts. Une partie de ces systèmes vont nous permettre de protéger la machine, ça doit détecter si quelque chose surchauffe et de s'adapter. Vont nous permettre de contrôler le plasma, parce qu'on sait ce qu'on veut faire, et on va utiliser un système d'actuateurs et de contrôleurs. Et aussi de faire de la physique, de mesurer la température du plasma, de mesurer la fréquence des instabilités, de mesurer le temps de confinement, etc. Donc on va avoir 40 systèmes de mesure qui vont tourner en temps réel pendant qu'on fait une expérience. On va générer plusieurs pétabits de données brutes par jour. Alors si vous connaissez un peu en informatique, un disque dur à l'heure actuelle, c'est 500 gigabits ou 1 terabit en moyenne. C'est plus très cher de nos jours, donc on va faire 1000 fois ça par jour. On va remplir 1000 disques durs par jour, rien qu'en données. Donc il y a tout un travail qui est fait sur comment on filtre les données, combien de données en fait on stocke vraiment, combien on en a besoin. Sachant qu'on est une installation nucléaire et scientifique, les données vont être dupliquées toujours. Il y aura deux sites de sauvegarde des données pour être sûr qu'on ne perde jamais rien. Toutes les bobines sont refroidies à l'hélium liquide, c'est des matériaux supraconducteurs. Qu'est-ce que c'est un supraconducteur? En fait, j'ai dit tout à l'heure que si on fait passer un fil en cuivre, si on fait passer un courant électrique dans un fil en cuivre, il chauffe parce qu'on a une résistance. En fait, un supraconducteur, c'est un matériau qui n'a plus de résistance électrique. Donc je vais pouvoir faire passer un gros courant, il ne chauffera pas parce que je n'ai pas de résistance. On est obligé de faire travailler les bobines dans ce régime-là parce que ça nous permet de générer des champs magnétiques très forts et de minimiser la quantité de chaleur qu'on génère par cet effet-là. Ce qui veut dire qu'on va avoir un total de 25 tonnes d'hélium liquide. Vous voyez les circuits de distribution de l'hélium. Toutes les bobines dans l'ITER sont refroidies à moins 269,2 degrés Celsius, à 3,8 degrés Kelvin pour ceux qui veulent parler dans l'autre sens. Donc on est très proche du zéro absolu, et tout ça parce qu'on doit maintenir la supraconductivité dans tous ces conducteurs. Ça sera une des plus grosses usines cryogéniques au monde en un point concentré. On a un petit débat avec le CERN, savoir qui est la plus grosse. En gros, le CERN a plus de puissance de refroidissement au total, mais ils sont beaucoup plus gros, mais en fait, nous, on a l'unité la plus concentrée. Voilà. Bref, pas vraiment d'importance. L'autre chose, je vous ai dit, en fait, il faut imaginer la fusion comme un moteur. Donc j'injecte du gaz continuellement, du deutérium et du tritium. Je vais injecter à peu près 50 grammes de gaz pour une décharge de 400 secondes. En fait, la fusion c'est extrêmement peu efficace. Je vais faire réagir seulement 0,3% de ce que j'injecte. Donc si j'injecte 50 grammes, en fait, je vais avoir 0,15 grammes qui vont réagir. Tout le reste, je dois le faire sortir, l'évacuer, le purifier et le réinjecter. En continu, je fais ça continuellement. J'injecte du gaz, je le fais réagir en toutes petites parties. Je crée un petit peu d'hélium, je sépare tous les gaz dans l'échappement et je les réinjecte. Petit détail technique, je n'injecte pas du gaz en fait, ça ne marche pas. J'injecte des particules, je vais injecter des glaçons. Pourquoi? Parce qu'en fait le plasma dans l'ITER est tellement gros et tellement chaud que si je voulais injecter un gaz, les particules ne pénétreraient jamais au centre là où j'en ai besoin, elles resteraient au bord et seraient pompées directement. Pour faire ça, en fait, je vais congeler mon gaz, je vais créer des petits glaçons de deutérium et de tritium qui vont faire 1 ou 2 mm d'épaisseur, de diamètre, et je vais les lancer extrêmement vite dans le plasma. Je vais faire ça une dizaine de fois par seconde parce que ça va me permettre de me faire pénétrer les particules là où j'en ai vraiment besoin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le gaz, on le pompe, on le nettoie, on le congèle et on le réinjecte, on continue comme ça. Quelque chose qu'on fait de façon routinière. L'usine de tritium va faire 7 étages dans l'ITER, 80 mètres de long, 35 mètres de haut. C'est la plus grosse usine par un facteur 10 de traitement de tritium qu'il y aura au monde. Sur site, à n'importe quel moment dans le temps, on aura 4 kg de tritium. C'est limité par la licence nucléaire. Vous savez qu'ITER a une installation qu'on appelle une installation nucléaire de base.
Donc au maximum, on aura toujours au plus 4 kg de tritium qui sont présents sur le site à n'importe quel moment dans le temps. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le tritium, il y en a à l'heure actuelle entre 20 et 25 kg dans le monde pour les sources déclarées. Donc il y a très peu de tritium dans le monde parce que c'est instable, c'est radioactif et ça décroît en 12,6 mètres. Et je ne vais pas tarder à m'arrêter, mais vous voyez une petite vue aérienne du projet. Je vous ai dit, il y a 39 bâtiments qui sont en construction. Vous voyez que ça avance très vite. En fait, la photo est de juin. Et si on prenait une photo maintenant, en fait, on est en train d'installer le toit de ce bâtiment-là. Alors ici, c'est le bâtiment d'assemblage où tous les composants sont préassemblés. Ici, vous allez voir le bâtiment tokamak, vraiment où la machine va être installée. En fait, la machine est installée dans un sarcophage en béton. Donc vous mettez la machine et vous avez en fait une enceinte de béton qui fait 1,50 m d'épaisseur qui entoure toute la machine. Pourquoi? Pour en fait limiter les rayonnements qui peuvent aller vers l'extérieur. La machine est quasiment enterrée, la moitié de la machine est sous terre, là aussi pour nous donner une meilleure protection au rayonnement. Et ensuite vous avez ce qu'on appelle le tokamak, le complexe tokamak, qui est cet énorme bâtiment que vous voyez ici, qui a la particularité d'être dessiné pour des contraintes sismiques qu'on peut avoir ici en principe sur le site de Cadarache. Donc en fait ce que vous faites, vous mettez les 3 bâtiments les plus importants, l'usine de tritium, le bâtiment tokamak et le bâtiment diagnostic qui est juste à côté, vous les mettez sur la même plateforme sismique, c'est-à-dire que les bâtiments ne peuvent pas bouger les uns par rapport aux autres si jamais il y a un événement sismique. Et aussi ils sont découplés complètement de l'extérieur, donc en fait on a des douves autour de ce bâtiment, parce que comme ça il ne peut pas toucher aucun des bâtiments qui sont autour. Alors comment ça marche en principe? Vous avez 500 plots sismiques qu'on appelle, ce sont des gros plots de béton d'1 mètre de paramètre, genre 1,20 m de haut. Vous allez avoir 30 cm d'élastomère au-dessus, et au-dessus en fait vous mettez votre dalle de béton qui fait 1,50 m d'épaisseur et vous commencez à construire là-dessus. Alors on a des douves, on n'a pas encore de crocodile, mais ça viendra peut-être. Ça je vais passer, pardon. Voilà juste une vue intérieure du sarcophage dont je parlais, ce qu'on appelle l'enceinte de confinement biologique. Vous voyez toutes les ouvertures, en fait, c'est par là qu'on va avoir tous les systèmes de diagnostic, etc. qui rentrent. Ensuite, on scelle avec des portes assez énormes toutes ces portes vers l'extérieur pour que l'ensemble soit hermétique. Et dernière chose, le bâtiment d'assemblage. Tous les composants arrivent en sous-composants. L'assemblage est fait sur site. Donc on a un bâtiment d'assemblage qui fait 60 mètres de haut, qui est le plus grand bâtiment qu'on a sur site. Et vous voyez par exemple un des outils qu'on utilise pour la chambre à vide. Rappelez-vous qu'il fait à peu près 14 mètres de haut, une bobine ça fait 16 mètres de haut. En fait, à chaque fois, vous allez recevoir un segment de la chambre à vide, vous allez fixer 2 bobines magnétiques dessus, vous allez fixer un écran de protection thermique pour protéger les bobines. Et tout cet assemblage, vous allez le faire sur site, sur ces outils assez énormes. Je ne sais pas si vous voyez quelques petits bonhommes ici, on voit un peu la taille de la bête. Ensuite, c'est pris par un système de palan. Le palan peut soulever jusqu'à 1500 tonnes, c'est un des plus gros palans au monde. Et c'est en fait emmené vers le bâtiment tokamak, c'est descendu à l'endroit où le tokamak est installé, et vous faites la soudure et l'installation sur place. Petite question qui fâche, quand est-ce que ça marchera? Un jour, vous connaissez tous la blague, la fusion c'est pendant 30 ans, ça sera toujours. Alors en fait, le début des opérations est planifié pour décembre 2025, jour de Noël. Si jamais vous voulez nous amener une part de bûche, ça sera bienvenu. Donc on a, pour différentes raisons, on a fait une approche par étapes où pour le premier plasma, il n'y a quasiment rien dans la machine. On montre en fait que tous les systèmes magnétiques et toute la chambre à vide, tous les systèmes externes fonctionnent ensemble. On fait un petit plasma, un premier plasma qui dure une centaine de millièmes de seconde, donc 0,1 seconde, c'est très court. Il n'y a quasiment pas de puissance à l'intérieur, mais ça nous permet de tester tous les différents systèmes. On fait ça pendant 6 mois, on ouvre la machine, on a 2 ans et demi de travaux pour installer tous les composants internes que je vous ai montrés, et là on démarre dans les années 2028 vraiment sur les premières campagnes scientifiques. Et il nous faut à peu près jusqu'à 2035 pour arriver à pleine puissance. Alors c'est pas parce qu'on n'est pas très travailleur, c'est parce qu'en fait, vous avez énormément de puissance que vous injectez dans cette machine, très rapidement vous pouvez endommager les composants internes. Donc je ne vais pas m'amuser à aller tout injecter ce que je peux dès le début pour faire de la fusion, je vais y aller progressivement. Et il y a aussi le fait que c'est une installation nucléaire, il va falloir que je démontre à l'autorité de sûreté nucléaire différentes étapes, que j'arrive à contrôler le plasma, que je sais détecter les instabilités, etc. Donc j'ai plusieurs jalons comme ça, et déjà 7 ans pour arriver de 0 à pleine puissance, je peux vous assurer que c'est déjà assez ambitieux. Et donc il faut savoir que dès les premières années d'opération, si on a une disruption, donc si on perd le confinement du plasma, je peux faire fondre une belle partie de ma belle paroi en beryllium assez rapidement, parce que j'ai énormément d'énergie stockée dans le plasma. On parle d'échelle de temps, c'est intéressant de voir un peu l'évolution des performances de la fusion par rapport à ce que vous connaissez de la loi de Moore. Vous savez que la loi de Moore, ça dit que vous doublez le nombre de transistors
sur un semi-conducteur tous les 2 ans et demi. En fait, si on regarde le produit triple que je vous ai mentionné au début, la fusion des années 70 jusqu'aux années 80, milieu des années 90, en fait, on avançait plus vite que la loi de Moore. Donc on a progressé extrêmement rapidement. Alors, ce que vous voyez, évidemment, c'est une petite cassure sur le point d'ITER. Et en fait, on pourrait en discuter en détail, mais c'est pas seulement scientifique, c'est aussi parce que ITER est un projet politique et un projet très très gros. Et donc, en fait, ça a un peu décalé les échelles de temps. Mais c'est important quand même de se rendre compte qu'on construit sur 50 ans, 60 ans de recherche assez solide. C'est pas quelque chose sur lequel on parie nos économies sans avoir la moindre preuve que ça marchera. C'est quelque chose qui utilise vraiment beaucoup de connaissances. Je vais passer ça et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et après, encore une fois, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu de façon plus illustrative, un peu comment tout ça peut fonctionner. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un micro pour les questions. Oui, il y a un micro. Bonjour, 2 questions s'il vous plaît. La première, l'autorité de sûreté nucléaire qui travaille sur ce projet donc international, elle est purement française, je crois. Ah oui, j'en ai pas parlé. Vous poserez votre deuxième question après. De toute façon, sinon je vais l'oublier. Oui, alors c'est une spécificité du projet, j'en ai pas parlé. Le projet est une organisation internationale. Donc en fait, l'organisation ITER a le même statut que l'ONU, par exemple. Quand vous pénétrez sur le site d'ITER, vous n'êtes plus en France. Vous êtes sur une zone internationale. Par contre, c'est la seule organisation internationale au monde qui dépend d'une autorité nationale au niveau sûreté, dans ce cas-là. Il a été conclu dès le départ dans l'accord d'ITER que le projet ITER obéirait aux réglementations nucléaires françaises et donc sous le contrôle de l'ASN comme toute installation nucléaire. D'accord, alors c'est pas ma deuxième question, mais l'autorité nucléaire française au niveau mondial, elle est considérée comme plutôt tendre ou plutôt extrêmement sévère? Non, la France a une très très bonne réputation au niveau sûreté nucléaire. Alors il y a un petit choc culturel qui est que si vous regardez les États-Unis, la réglementation nucléaire dit que votre réacteur doit toujours être en accord avec la réglementation nucléaire à la date où il a été construit. En France, la réglementation dit que votre installation nucléaire doit toujours être au fait des règles à l'heure actuelle. D'accord ? Donc vous devez prendre en compte l'évolution des réglementations nucléaires. Ce qui peut poser, pas poser problème, mais ça implique parfois des modifications à faire parce que la réglementation peut changer. Notamment post-Fukushima, et quelques petites choses ont changé. Vous savez que par exemple EDF a mis au point un gros projet de mise à jour de ces centrales parce que justement il fallait répondre à de nouvelles exigences. Ça c'est un aspect qui n'est pas vrai dans tous les pays et c'est un aspect que les différents partenaires ont dû apprendre parce que c'est pas dans leur culture. Merci. Alors voici la deuxième question. A priori, l'homme n'est pas parfait. Donc est-ce que vous auriez déjà, sans forcément dénoncer, vous voyez, il ne s'agit pas d'avoir ni des noms, ni des pays, etc. Mais à ce stage de l'assemblage, il y a forcément eu un petit truc ici ou là qui a coincé. Qu'est-ce que vous pourriez me donner comme anecdote là-dessus, donc sans trahir les secrets? Je vous rappelle que c'est Noël, c'est bientôt Noël, que c'est filmé et que j'ai 3 enfants. Non, là en fait... j'essaie juste de l'expliquer correctement. Non, en fait, il n'y a pas vraiment de gros problèmes comme on pourrait l'imaginer. En fait. Évidemment, on se gratte la tête. On a 200 personnes qui font de l'intégration à temps plein, c'est-à-dire qui s'assurent que personne ne va faire un trou d'un côté alors qu'il n'y a pas de trou de l'autre côté. D'accord, des petites choses comme ça. Donc évidemment, il y a eu des petits anicroches comme ça. Il n'y a pas eu de gros couacs pour l'instant. Alors on est au début de l'assemblage. Peut-être dans 3 ans, je reviendrai en disant autre chose, mais il n'y a pas eu vraiment de gros problèmes parce que les gens sont quand même de bonne volonté et essayent beaucoup. Ça a pris beaucoup de temps à faire en sorte de développer les outils de travail, les outils de collaboration et de faire en sorte que tout le monde se parle. Mais au final, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça fonctionne au point que on a des difficultés, par exemple en Europe, sur la chambre à vide. La chambre à vide est faite en Europe et en Corée. Et en fait, il y a pas mal d'échanges d'informations entre les 2 pays pour voir comment l'Europe peut apprendre de la Corée qui a l'air d'être un peu plus avancée. Donc c'est pas pour me couvrir, mais non, il n'y a pas encore eu de choses tellement énormes qu'on pourrait dire « Ah, ces gens-là sont pas sérieux ». S'il vous plaît. C'est pas moi le
mettre au niveau. Moi, c'est pas grave, je vais essayer de parler fort. ITER, c'est un projet de recherche donc, qui date, donc, il y a déjà 60 ans de travail de fait dessus. Est-ce que, dès maintenant, vous pensez à l'après-ITER en admettant que, enfin, je suppose que oui, mais en admettant que ça fonctionne, avec des retards plus ou moins importants, mais est-ce qu'on a déjà une planification de ce qui va se passer après? Comment cette énergie, on va l'utiliser? Oui, alors là, c'est la planche que je vais passer à la fin. Oui, il y a... Alors, il faut se souvenir d'une chose, il y a un ITER, et chaque pays fera sûrement son propre projet de réacteur derrière. D'accord? Donc, vous l'avez dit, ITER, on fait la démonstration scientifique, technologique. Chaque pays derrière ou chaque membre aura certainement son propre projet de réacteur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'après, on commence à toucher à des intérêts commerciaux, et on collabore beaucoup moins à partir de ce moment-là. L'Europe a un projet qui s'appelle DEMO, pour réacteur de démonstration. Ils ont une feuille de route qu'on peut consulter sur le site Eurofusion, et elle doit être aussi sur le site de la Commission européenne, où ils commencent à travailler sur le dessin, sur le design d'une machine post-ITER qui serait un réacteur de production électrique, qui produirait maintenant de l'électricité. L'idée, c'est un gain de 30 à 50, et l'idée, c'est de produire entre 500 MW électriques et 1 GW électrique, donc la taille d'une centrale nucléaire à l'heure actuelle. La Chine a un programme, alors en Europe, l'Europe pense à avoir ce réacteur sur la grille, connecté sur la grille dans les années 2050, en se basant sur le planning d'ITER et sur les informations qu'on a besoin d'ITER. La Chine a un programme un petit peu plus agressif, mais qui prévoit un réacteur dans les années 2040-2045. Ça reste à montrer. Quand ils ont commencé, c'était plus tôt, et en fait, ils s'aperçoivent que c'est pas si simple. Et chaque pays réfléchit un peu. Les États-Unis sont en train de réfléchir à peut-être utiliser une autre route. Parce que je l'ai dit, en fait, une des complexités de la machine, c'est qu'elle est grosse. La machine démo, en fait, en Europe, est 20%, 30% plus grosse. Donc on est quand même sur des dimensions, au lieu d'un diamètre de 6,30 m pour ITER, vous êtes sur un diamètre de 8 mètres. Donc les bobines sont encore plus grosses, donc vous avez des contraintes. Les États-Unis sont en train de se dire, en fait, il y a eu pas mal d'évolutions sur les bobines supraconductrices de nos jours. On commence à faire des matériaux supraconducteurs à haute température. Pourquoi c'est intéressant? Parce que je peux faire des champs magnétiques plus forts, et je vous ai dit que le champ magnétique était important. Donc si je peux doubler mon champ magnétique, je peux diviser ma taille par 4. Alors après, ça a d'autres limites, parce que la machine est petite et produit beaucoup de puissance. Mais bon. Donc chaque pays, oui, pense à ça. Alors clairement, on parle de quelque chose qui sera matérialisé dans les années 2050. Et donc si on prend des lois d'échelle et si on prend un peu la diffusion des technologies, on est sur quelque chose qui sera vraiment à l'échelle commerciale dans les années 2100, à la fin du siècle, parce qu'il faut le temps de construire. Donc c'est quelque chose à longue échelle, mais tout le monde pense au futur. Tout le monde, les gens qui participent. Et donc le bâtiment d'ITER après? Non, alors le bâtiment d'ITER, alors déjà ITER doit tourner pendant, donc j'ai dit qu'on commence en 2025, un plasma de fusion en 2035, on est censé tourner au moins 15 ans derrière pour faire différentes choses. Donc notre premier objectif c'est Q égale 10, donc 10 fois plus d'énergie qu'on en injecte. Le deuxième objectif, en fait, je vous ai parlé de l'effet transformateur. En fait, notre deuxième objectif, ça va être de montrer qu'on n'a pas besoin. On peut faire en sorte de générer du courant sans avoir cet effet transformateur, et c'est comme ça qu'il faudra opérer un réacteur. Donc ITER va faire des décharges à un peu plus faible puissance, mais pendant 1 heure. Pour montrer qu'on peut... Alors, 1 heure encore, c'est pas très long. Pour un plasma, c'est énorme, mais après, il faut juste construire la machine un peu plus grosse, avec plus de refroidissement, ça ne valait pas le coup. Donc on a cet objectif-là. La troisième phase d'ITER, c'est vraiment aller voir ce que la machine a dans le ventre. C'est là où vous laissez les physiciens jouer, et vous essayez d'optimiser le plasma et de voir si vous ne pouvez pas tirer beaucoup plus que Q égale 10 de cette machine. L'idée d'ITER, c'est marqué dans le traité ITER, il y a déjà le budget de démantèlement est déjà placé, ou exactement je ne sais pas, mais il est placé. L'idée c'est qu'en fait, dans un certain nombre d'années, le site soit retourné au CEA à qui il appartient dans l'état où on l'a trouvé. Donc ce que ça veut dire, c'est que le site sera démantelé. En fait. Il y a aussi déjà tout un plan de stockage de déchets ou de démantèlement de retraitement des déchets. Quels déchets en fait? Quels déchets? En fait, c'est quand même un procédé nucléaire, donc vous faites de l'activation des matériaux. Alors on ne génère pas de déchets à vie longue, nous, nos déchets au bout de 100 ans sont inoffensifs ou presque. Oui, si vous avez une question après. Tu sais quelque chose d'intéressant? Oui, non, nos déchets n'ont pas des durées de vie très longues, on en a quand même. Donc il faut quand même les stocker pendant une cinquantaine ou une centaine d'années avant de pouvoir les retraiter. Je reviens sur le facteur Q supérieur ou égal à 10. Donc si j'ai bien compris, c'est 10 fois plus d'énergie thermique produite que d'énergie mécanique ou électrique consommée. Et quand on considère le facteur, les rendements, les mauvais rendements des machines thermiques, est-ce que ça voudrait dire qu'en
D'accord. Est-ce qu'il a été très clair? Oui, non, oui. Alors en fait, votre question, c'est on produit l'énergie thermique à partir. Alors, quand on dit 50 millions de watts qu'on injecte, c'est vraiment de l'énergie thermique qu'on injecte. Évidemment, pour produire ça, vous avez besoin de beaucoup plus. D'accord. Je ne dis pas de bêtises, mais je crois que sur le site ITER, en continu, on consommera à peu près 150 mégawatts. D'accord. Donc en fait, quand on fait le rapport, on serait tout juste à un rapport de 1. Si on produisait de l'électricité, on serait tout juste dans ITER à 1. Maintenant, ITER n'est pas un réacteur, d'accord. C'est pour ça qu'un réacteur aura un rapport d'amplification beaucoup plus grand, parce qu'on prend en compte la conversion électrique, là où pour l'instant vous perdez entre 60 et 70%. La conversion de chaleur en électricité à l'heure actuelle, c'est ça, 30-40% de l'efficacité. Donc ça, c'est pris en compte. C'est pour ça qu'un réacteur a un gain Q beaucoup plus élevé. ITER, pourquoi on s'est basé sur Q égale 10? Ce n'est pas un chiffre magique, c'est qu'en fait, à partir de là, je vous ai dit 80% de l'énergie, c'est les neutrons, 20% c'est de l'hélium qu'on crée. En fait, le plasma se chauffe de lui-même. D'accord. 20% de la puissance qu'on génère est piégée dans le plasma se chauffe de lui-même. À partir d'un rapport de Q égale 10, même de Q égale 5, le plasma produit par lui-même plus de puissance que nous, on peut en injecter. D'accord. Donc le plasma se chauffe de lui-même plus que moi, je peux le chauffer. Et c'est intéressant parce que c'est un nouveau régime, c'est un régime non linéaire qu'on appelle, c'est un régime où là, le plasma s'est auto-entretenu. Donc on s'est fixé un rapport d'à peu près 10 parce que ça devient intéressant. Encore une fois, un réacteur industriel aura un rapport entre ce que vous injectez et ce que vous produisez en thermique de 30 à 50 pour avoir un gain électrique de l'ordre du gigawatt, de production nette d'électricité du l'ordre du gigawatt. Le but de la fusion, c'est de faire à peu près la taille des unités que vous avez dans la fission à l'heure actuelle. Faut-il encore en construire? Alors, c'est intéressant parce que j'ai fait une proposition récemment à la bibliothèque parce qu'un de mes hobbies c'est de travailler sur la transition énergétique à mes heures perdues, donc je pourrais vous en parler. Alors, utile ou pas, je ne fais pas lancer ce débat, d'accord, ça peut être un débat extrêmement compliqué. Ce qui est sûr, quasiment, c'est que vous ne pouvez pas faire 100% éolien et solaire, d'accord, pour deux raisons, l'intermittence, je l'ai dit, et aussi pour ce qu'on appelle la densité de puissance, c'est-à-dire combien de watts vous créez par combien de surface vous avez besoin. Le pétrole, si on regarde le pétrole, vous créez 1000 watts par mètre carré de surface que vous occupez. D'accord, c'est extrêmement efficace. La fission, on est dans l'ordre de 200 à 300 watts par mètre carré, aussi sur des choses qui sont très denses. Quand les gens parlent de transition énergétique en parlant des renouvelables, on oublie souvent une chose, c'est qu'on va, pour la première fois dans l'histoire, on doit descendre en efficacité. C'est la première fois dans l'histoire où on devrait utiliser des sources d'énergie qui sont beaucoup moins concentrées que ce qu'on a utilisé. Parce que si on est passé du bois au charbon, du charbon au pétrole, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est extrêmement dense, c'est de plus en plus dense énergétiquement. Donc, maintenant, il y a deux débats aussi. La production d'électricité intermittente, c'est très compliqué à gérer, mais on peut faire autre chose avec des éoliennes ou avec des panneaux solaires. On pourrait générer de l'hydrogène. On pourrait avoir une économie de l'hydrogène, on pourrait utiliser ça pour faire de l'hydrogène. Donc pour l'électricité, oui, c'est compliqué. Si vous voulez mon avis complètement honnête, si vous devez investir sur une chose sur le renouvelable, c'est du solaire. Parce que la densité d'énergie que vous avez par le solaire, c'est entre 50 et 100 watts par mètre carré, donc c'est quand même 10 fois moins que le pétrole, mais c'est beaucoup plus qu'une éolienne qui est en général de l'ordre du watt par mètre carré, et encore vous êtes chanceux. Vraiment me le faire dire. En conclusion, je vous dis, si j'avais à parier des économies sur quelque chose, je dirais que dans les intermittents, c'est du solaire qu'il faut faire et pas de l'éolien. Qu'est-ce qu'on fait des panneaux quand ils ont... Alors voilà, on va partir dans un autre débat qui est complètement sujet. On pourra en parler après. Voilà, je préfère qu'on revienne au sujet. Bonjour. Pourquoi faut-il diluer le plasma à ce point? Ah, bonne question. Parce qu'en fait, vous avez une perte par rayonnement. En fait, les particules tournent, d'accord? Elles émettent ce qu'on appelle un rayonnement de freinage. Bremsstrahlung, pour le dire allemand. En fait, les particules chargées, quand elles tournent, elles émettent un rayonnement, d'accord? Donc, plus la densité est élevée, plus je vais perdre de l'énergie par rayonnement. Donc, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est diminuer ces pertes par rayonnement de freinage. Donc, je vais travailler à très faible densité. Et je vais compenser. Ce qui est important, c'est la pression. La pression, c'est le produit de la densité et de la température, d'accord? Donc en fait, je vais vouloir atteindre une certaine pression. Je vais l'atteindre en ayant très peu de particules, comme ça j'ai très peu de pertes par effet freinage. Par contre, je vais augmenter la température. C'est principalement ça.
je ne vais pas du tout remettre en cause votre bonne conférence. Hein. J'arrive en retard, pardon. Hein. Simplement ceci, je suis loin d'avoir tout compris. Et s'il existe une brochure ITER prix nul. Alors oui, alors, en fait oui, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Alors d'abord, je peux vous recommander le livre d'un collègue qui s'appelle Alain Bécoulé, qui s'appelle Énergie de fusion, qui est un livre qui est chez Odile Grasset, je crois, qui est une très bonne vulgarisation. Moi, j'ai développé sur un modèle qui existe déjà, quelque chose qui s'appelle ITER pour les enfants, la fusion pour les enfants. Je pourrais vous envoyer les Donc les enfants sont nuls. Ah non, je vais pas dire ça. Je ne fais pas de synopsis comme ça. Oui, vous présentez toujours l'Europe comme un pays, ce qui n'est pas tout à fait réel. Or, quand je regarde le planning, je vois le démo à peu près dans 40 ans. Quels sont les liens juridiques qui lient les pays européens entre eux pour qu'on arrive à cette notion d'un seul pays? Alors, c'est une bonne question politique. Pourquoi nous on considère l'Europe comme un pays? Parce qu'en fait, l'Europe participe au projet ITER via Euratom. Donc pour nous, c'est un partenaire qui est Euratom. On ne traite pas directement avec la Commission européenne, on traite avec Euratom. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une agence domestique qui gère toute l'interface avec ITER, qui s'appelle Fusion for Energy et qui est basée à Barcelone. Donc c'est pour ça que pour nous, l'ITER oui, c'est un projet, mais l'Europe, c'est un pays, c'est un pays membre pour nous. D'accord. Après, quand on part à quelque chose de démo, comme ça reste encore quelque chose de prototype, ça risque encore, ça sera encore quelque chose qui sera mené par Euratom sûrement, et non quelque chose d'européen. Je ne peux pas vous en dire plus parce que vraiment ils sont encore en train d'en discuter, c'est des discussions qu'ils sont en train d'avoir, et vous pouvez imaginer. Ce qui est assez, d'ailleurs, ils ont été assez malins pour une chose. Vous savez que pour ITER, il a fallu plus de 3 ans pour déterminer où le construire. Rien parce que les Européens se sont battus eux-mêmes pendant un an, entre un site espagnol et un site français. Pour Demo, ils ont décidé de faire différemment. Ils ont décidé pour l'instant de se concentrer sur la faisabilité, le budget, le planning, à quoi ça ressemblerait. Ils commenceront à discuter de la construction plus tard, quand ça deviendra vraiment plus concret. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Risque du Brexit. Alors, risque du Brexit. Pardon. Alors là, je ne peux pas vous dire de tête, pour être honnête. On a beaucoup de. Alors, il y a deux choses. L'Angleterre opère à l'heure actuelle ce qu'on appelle le JET, qui est le Joint European Torus, qui est le plus grand tokamak à l'heure actuelle. Donc il y a eu beaucoup de négociations pour continuer JET malgré le Brexit. Alors je ne peux pas vous dire où ça en est parce que voilà, ça change un peu, le Brexit est un peu instable. Il y a eu beaucoup de travaux ces 3 dernières années dans les coulisses pour trouver un cadre juridique pour permettre aux entreprises anglaises de continuer à contribuer au projet parce qu'on a des contrats en Angleterre, etc. Donc en théorie, l'impact devrait être assez limité. Sauf évidemment si les Anglais décident de ne plus de quitter sur ce qu'on appelle un Brexit dur et de ne plus honorer leur contrat, mais là c'est un peu plus difficile. Donc il y a eu beaucoup de travaux pour ça, ça nous a pas mal disrupté, hein, ça occupait pas mal de gens au niveau légal. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Une question d'abord technologique, et puis ensuite une question physique si vous voulez bien. Alors, la question technologique, c'est au début, quand on envisage l'ITER, les bobines toroïdales n'étaient pas démontables. Version première, vous avez 2010. Maintenant, tout est... Si. Oui, elles sont toujours pas démontables en fait. Oui, maintenant c'est démontable. Non. Quand on envisage effectivement qu'il y a tout un colloïdal cryogénique, que se passerait-il en cas de disruption s'il fallait changer de bobine? Je ne souhaite pas que ça... Non, alors je voudrais juste corriger une chose, les bobines ne sont pas démontables. Hein. D'accord? Actuellement, ne sont pas démontables. Non. C'est simplement ce que c'est pas possible. C'était une option. Non, c'est pour ça que les Américains sont très excités, très intéressés par les bobines à température. Non, je vais juste compter pourquoi elles ne sont pas démontables, parce qu'on peut faire de jonction. Vous venez de parler effectivement du jet. Le jet, c'est déjà arrivé. Il y a eu un problème de bobine suite à une disruption. Alors, il y aura une bobine de réserve, donc c'est pas impossible d'en changer une. C'est extrêmement compliqué, mais c'est un problème inhérent à la technologie. Hein. Vous avez un cryostat dans lequel vous devez mettre toutes vos bobines. C'est pour ça, comme je dis, que les gens sont intéressés par les supraconducteurs à haute température, parce que l'idée c'est que vous pourriez faire des bobines démontables. Alors je suis désolé, c'est un peu technique pour tout le monde, mais je vous l'ai dit un peu quand on a parlé des bobines poloïdales. Une bobine supraconductrice, généralement, c'est un fil que vous enroulez d'une fois. En fait, comme vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir de perte thermique, parce qu'il faut absolument que tout soit bien refroidi, vous ne pouvez pas couper et ressouder.
c'est très compliqué, surtout sur des composants de cette taille-là. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les composants arrivent en une pièce, on ne les démonte plus, d'accord, on les enroule, on les fait, on n'y touche plus. S'il y a un problème, vous démontez tout, vous l'enlevez, vous essayez de voir ce qu'il y a à faire. Alors, la deuxième question, un petit peu plus, je pense que c'est le but effectivement d'ITER, c'est l'auto-entretien du plasma, c'est-à-dire qu'il y a un temps de fonctionnement de 4 minutes, et on est vraiment juste pour envisager, comme vous le disiez tout à l'heure, un auto-entretien de la décharge, parce qu'on a supprimé le chauffage hybride, donc ça permettait d'envisager, et c'est en principe, ça doit préparer un réacteur, il doit fonctionner en continu. Alors, est-ce qu'il y a des périodes alternatives, et est-ce qu'il y aura un auto-entretien dans le cas d'ITER? Oui, alors je l'ai dit tout à l'heure, le deuxième but d'ITER, c'est d'obtenir des décharges de 3000 secondes, d'accord, de quasiment 1 heure, en auto-entretien, c'est-à-dire où plus de 90% du courant sera autogénéré. Alors, je suis désolé pour les gens, c'est un peu technique, au début du projet, on pensait avoir un troisième système d'injection d'ondes, parce qu'on n'avait pas assez, qu'on appelle les ondes hybrides, en fait, qui nous permettent de générer du courant. Il a été décidé de ne pas le faire. Mais en fait, ce qu'on a montré récemment, il y a beaucoup d'articles là-dessus, c'est qu'on peut faire la même chose, ou presque, avec un troisième faisceau d'injecteurs de neutres. En travaillant sur des régimes qu'on appelle des régimes optimisés, on peut, en fait, on arrive à avoir les mêmes taux de génération de courant, et on doit être capable de faire le même fonctionnement non inductif. Je sais que les gens du CEVA ne sont pas toujours d'accord, parce qu'il y a beaucoup de développement sur cette technologie de CEVA, mais c'est un petit peu de technique après. On pourra peut-être en discuter après. Alors, une question, s'il vous plaît, sur vos réponses, et peut-être à la suite de cette question, la précédente. Je croyais avoir compris qu'on ne crée pas d'énergie, elle ne fait que se conserver, on va dire, d'un mode à l'autre. Alors, quand vous dites que le plasma s'auto-entretient et que donc, à partir d'un certain stade Q supérieur à 5, vous avez dit, en fait, il continue à chauffer tout seul encore plus, ça vient d'où l'énergie? J'ai converti de la masse. Je passe mon temps à convertir de la masse en énergie, d'accord? Parce que si je fais la différence de masse entre l'hélium et le neutron que j'ai créé à la sortie de deutérium et tritium que j'ai injecté, j'ai une toute petite différence de masse qui correspond à une grosse énergie parce qu'en fait les particules sont rapides. Enfin, du moins la proportionnalité dépend de la vitesse de la lumière au carré. Donc en fait, je ne viole pas ou je ne transgresse pas le premier principe de la thermodynamique. C'est juste, et l'autre chose qu'il faut se souvenir, c'est que je passe mon temps à injecter des particules et à les faire sortir, d'accord? Donc je rafraîchis toujours le mélange. Donc j'injecte toujours de la matière. Donc le plasma s'auto-entretient parce qu'il génère beaucoup d'énergie, il se chauffe entre guillemets tout seul. Alors après, il y a un petit détail technique, on pourrait se dire, pourquoi j'injecte de la puissance, je laisse le plasma se débrouiller, j'ai un gain infini, j'ai pas besoin de le chauffer. En fait, c'est pas intéressant parce que c'est pas stable, j'ai plus de contrôle, d'accord? Je peux plus le contrôler, le plasma, il fait ce qu'il veut, c'est pas très intéressant. La probabilité est qu'il disruptera tout seul. Donc j'espère que c'est un peu plus clair. Je ne suis pas alchimiste, même si a priori dans la machine on pourrait transformer du plomb en or, mais je transforme de la masse en énergie, d'accord? J'ai rien fait d'autre que ça, je ne viole pas le premier principe de la thermodynamique. Vous pouvez dormir tranquille. Et d'ailleurs je respecte aussi le deuxième principe de la thermodynamique parce que je génère de la chaleur et donc j'augmente l'entropie. Comment récupère-t-on la chaleur? Parce que finalement c'est le but. Tout simplement en refroidissant tout à l'eau. Donc j'ai de l'eau qui passe dans tous mes composants. Les neutrons n'étant pas piégés par le champ magnétique se déposent. Les neutrons vont se déposer partout dans mes composants, d'accord? En ralentissant, ils déposent de l'énergie. L'énergie est capturée est transmise par le fluide de refroidissement. Comme un réacteur de fission classique, je fais chauffer mon enceinte, du moins le fluide de refroidissement, et c'est par ça que je convertis la chaleur après. Petit détail technique, on sait faire ça, mais les réacteurs de fusion dans le futur commencent à regarder à utiliser autre chose que de l'eau, justement pour le problème de rendement dont vous parliez tout à l'heure. On est limité par le rendement de Carnot, le cycle de Carnot, donc conversion d'une source froide, source chaude, source froide. L'idée, c'est en fait d'augmenter la température et d'utiliser par exemple de l'hélium à haute température, à 500-600 degrés, pour arriver à des taux de conversion de 50-60% et en fait perdre moins de chaleur. Mais on fait, c'est le neutron se dépose dans les surfaces, dans les composants, chauffe de l'eau, et je récupère de l'eau chaude. Dans ITER, je fais juste voyager mon eau chaude dans une tour de refroidissement, enfin dans un circuit de refroidissement, donc je fais chauffer les pattes des oiseaux, et je réinjecte de l'eau après. Et tout le matériel qui est sur la table. Voilà, j'allais justement le dire, s'il y a une dernière question, on
peut la prendre, et sinon après, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui en ont marre de m'entendre, vous êtes libre de partir. Et après, on peut peut-être regarder un petit peu plus en détail comment les différents principes marchent. C'est interactif, s'il y a des enfants, il y a quelque chose à manger. Donc voilà, allez-y. Aujourd'hui, la question par rapport au nucléaire, principalement par rapport à la question justement de l'ITER, du projet ITER dans le tokamak. Il y a d'autres solutions comme le laser méga jour et la machine. Aujourd'hui, on a aussi une technologie qui est celle du stellator, qui est celle un peu dans l'université de Marx. Non, c'est en Allemagne, à Greifswald. Voilà, de Maxwell, il me semble, je ne dis pas de bêtises. Enfin, il me semble qu'ils ont eu des meilleurs résultats au niveau des disruptions de plasma parce qu'ils n'avaient pas de champ polo. Alors, vous avez raison, le tokamak, je l'ai dit, enfin, je l'ai dit d'ailleurs, le tokamak c'est une façon de confiner un plasma, d'accord? On peut en utiliser d'autres. Alors, j'ai déjà expliqué un petit peu la différence. Je vous ai dit dans un tokamak, il faut que j'injecte un courant pour créer mon deuxième champ magnétique. Il me faut une combinaison de deux champs magnétiques pour être stable. La première idée que les gens ont eue, c'est en fait, si je fais en sorte que mes bobines ont la forme voulue, ben, le champ magnétique a la configuration voulue et j'aurai un certain confinement. C'est ce qui s'est passé. Spitzer, dans les années 1960, 50, à Princeton, a développé le premier concept du stellator, ça a marché. Mais en fait, très vite, le tokamak qui a été inventé en Russie, c'est devenu... Et je réponds à votre question, vous inquiétez pas. Je vais juste expliquer pour ceux qui n'auraient pas entendu les termes. Le tokamak marche beaucoup mieux, pourquoi? Parce qu'en fait, comme on injecte un courant, on a déjà une source de chaleur additionnelle, et en fait, on a un meilleur confinement. Le stellator, il y en a un qui est très compliqué, qui est à Greifswald, en Allemagne de l'Est, près de la mer... pardon? Greifswald, oui, en Allemagne de l'Est, quelque part qui n'est pas forcément l'endroit le plus bucolique, mais c'est autre chose qui est une machine optimisée, c'est-à-dire qu'en fait, les physiciens ont dit il y a 20 ans à quoi devrait ressembler le champ magnétique pour avoir un confinement optimal. Et ils ont en fait construit cette machine qui est extrêmement compliquée, elle a pris 10 ans à être construite parce que toutes les bobines, au lieu d'être plates, elles ont une forme extrêmement compliquée, il y a 36 bobines avec des formes extrêmement compliquées, des bobines de convection, etc. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous ne générez pas de courant. Et vous avez mentionné disruption, comme on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on a en fait un courant très fort qui passe, on a un risque d'avoir des instabilités trop fortes, on perd le confinement. Maintenant, le champ magnétique qui soit réinduit dans la bobine. Voilà, pas dans la bobine mais dans le plasma. Alors le stellator, malgré ce qu'on peut lire, a quand même des performances qui sont moindres qu'un tokamak par un facteur 10. Hein. Mais voilà, mais bon, moi je peux aussi dire par rapport à Andrei Sakharov qui a créé le tokamak, il a dit qu'il y avait un facteur au carré par rapport au dimensionnement du tokamak en lui-même pour les disruptions. Et donc forcément, plus vous faites un réacteur qui est gros, vous avez un risque tout à fait justement de renvoi de... Alors en fait, c'est même plus que ça. L'énergie stockée dans le plasma dépend des rayons de la machine avec une puissance 3 ou 4, donc ça varie beaucoup plus vite. C'est vrai, donc vous avez plus de risques que le plasma disrupte. C'est pour ça que ITER vient de débloquer 140 millions d'euros pour faire un système de contrôle des disruptions. Alors la stratégie est double, je suis désolé, ça devient un peu technique. En fait, une disruption, le plasma devient instable. On appelle ça un scénario de plasma et on appelle ça un pilote pour quelqu'un qui contrôle un tokamak. Moi j'ai été pilote. Parce que c'est un peu comme un avion, vous avez des trajectoires que vous essayez de suivre, de densité, d'injection de puissance, etc. Il ne suffit pas de chauffer au maximum au centre, en fait, on chauffe à différents endroits, on fait évoluer les choses en fonction du temps. C'est ce qu'on appelle un scénario. En fait, on fait beaucoup d'efforts pour s'assurer qu'on est toujours sur le bon scénario. Si on voit que les paramètres décalent un peu par rapport à ce qu'on est censé avoir, eh ben on corrige. En temps réel, on a des systèmes qui nous permettent de revenir sur la bonne trajectoire. Jusqu'au moment où on détecte qu'on commence à s'approcher d'une instabilité, dans ce cas-là, soit on peut revenir sur la trajectoire initiale, ou alors amorcer ce qu'on appelle un atterrissage doux, désolé c'est le mot anglais, soit terminer la décharge de façon contrôlée, donc vous avez encore une fois en termes de pilotage, un soft landing, on atterrit. Donc on déclenche la fin de la décharge et tout est contrôlé, parce qu'on se dit qu'on ne pouvait plus contrôler le plasma de cette façon-là. Soit on se dit on n'arrivera jamais à récupérer le plasma, et ce qu'on fait, on injecte, au lieu d'injecter des petits glaçons d'1 millimètre, j'injecte 18 glaçons qui ont la taille d'un bouchon de vin, d'accord, donc c'est plus la même taille, pour en fait dissiper l'énergie du plasma de façon homogène pour éviter les problèmes d'endommagement des particules. Donc oui, les disruptions, c'est le gros problème des tokamaks. Il y a deux grosses limitations, je parle moins vite, je suis désolé. Il y a deux grosses limitations. Un tokamak est instable par nature, donc vous passez votre temps à essayer de le stabiliser, et du coup vous avez cet effet transformateur qui est limité dans le temps. La deuxième chose, c'est que ça a des disruptions.
Alors, un stellator n'a pas de disruption parce que vous ne générez pas de courant. Ça peut en avoir dans d'autres modes, d'accord, mais c'est vrai, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Et en fait, l'idée, c'est de rester le plus loin possible de zones d'instabilité, d'accord. C'est d'avoir de la marge pour être sûr qu'on ne force pas le plasma trop proche d'une zone de stabilité. Voilà. Après, vous avez d'autres. Alors, le laser mégajoule, attention, c'est une installation nucléaire, nucléaire, oui, bien sûr, mais militaire, pardon, d'accord. Alors, il y a eu un gros projet qui ressemblait, comme 2 gouttes d'eau mégajoule, il existe encore d'ailleurs, qui s'appelle le NIF, en Californie, près de San Francisco. Ce sont des projets qui sont principalement pour faire de la simulation d'explosion nucléaire. Alors, l'idée, c'est qu'en principe, vous pouvez faire aussi générer de la fusion nucléaire par là, mais c'est quand même pas le concept le plus intéressant. Alors, je vais juste finir sur une petite note anecdotique. L'idée d'un réacteur de fusion inertielle, c'est que vous avez une petite capsule de deutérium-tritium, vous balancez 192 lasers dessus pour la compresser, vous la faites en fait imploser. Si vous faites ça, vous faites de la fusion. Si vous le faites suffisamment, vous générez beaucoup d'énergie. Donc l'idée serait de faire ça 20 fois par seconde pour générer de l'énergie. En fait, dans les années 70, il y en a qui se sont dit qu'on pourrait faire ça en utilisant des têtes nucléaires, en les faisant exploser dans des caves, et en fait en récupérant l'énergie comme ça. Bon, ça a été abandonné assez rapidement, mais c'est une petite anecdote assez drôle. Et c'est un peu le même principe, là vous ferez une explosion à plus petite échelle. Voilà. Donc on va peut-être finir là-dessus, pour ceux qui veulent rester. Donc j'ai une petite démo, je vais me laisser peut-être enlever ma veste, parce que je commence à avoir chaud, et boire un petit coup. Mais j'ai quelque chose d'assez ludique, je vous réexplique un petit peu les principes du confinement, et vous pourrez poser d'autres questions jusqu'à ce que la bibliothèque décide de me mettre dehors. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, j'espère que ça vous a plu. Oui.